Bonjour à tous dans le flop 15 de 2022. Si vous n'avez pas vu mon top, il doit y avoir dans le lien dans la description ou en à côté ou sur la chaîne directement, à vous de voir. Et si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'avais dit qu'on était pas mal gâtés niveau bon film, mais aussi mauvais film. D'ailleurs, je crois que c'est la première année où vraiment tous les films que j'ai mis dans le flop 15, vraiment tous, hein, ce sont tous vraiment de mauvais films. Genre tous. Il y avait des années où pour remplir j'étais obligé de mettre des films qui étaient pas ouf, pas extraordinaires, mais qui en vrai, voilà, pouvaient quand même être appréciés ou quoi. Mais là, non, là, y a rien à sauver dans ce flop 15. En termes de qualité, on s'en sort quand même, hein, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'excellents films. Mais niveau mauvais films, voilà, on a été pas mal servi. Et je suis sûr que je vais en surprendre plus d'un parce que la place de certains films peut surprendre dans ce classement. Mais avant de passer au flop, nous allons parler des autres sous-catégories de films qui sont pas complètement mauvais, mais qui sont quand même... On va commencer par la liste des films décevants. Voilà, des films qui, en soi, sont pas vraiment mauvais, mais qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'ils promettaient ou de ce qu'ils auraient pu être. Par exemple, nous avons un film, je suis sûr que vous en avez pas entendu parler, Apollo 10,5. Voilà, ce film, il est passé furtivement sur Netflix, personne l'a vu passer, personne n'en parle. Moi, je sais qu'il existe parce que c'est un réalisateur très intéressant derrière. C'est le mec qui avait fait il y a quelques années à Scanner Darkly. Voilà, ce film d'anticipation basé sur un roman de Philip K. Dick qui avait la particularité d'utiliser de la rotoscopie. Là, il revient pour faire un film tranche de vie sur un gamin des années 50 et qui raconte comment il a vécu l'atterrissage lunaire de son côté, tout en imaginant un sous-scénario où c'est lui qui participe à l'atterrissage lunaire. Donc chouette concept, hein, voilà, film tranche de vie qui peut être sympa et tout, il peut y avoir des histoires d'amitié, de développement de personnages, faire une peinture des années 50, mais la sauce prend pas. Principalement parce que, vous voyez, ces narrateurs qui t'expliquent au début du film, voilà, c'était ça mon époque, j'étais comme ci, j'étais comme ça et tout, voilà. Vous voyez le narrateur qui commente un petit peu pour que après l'histoire prenne son envol à ce rythme-là. Et ben, ce narrateur-là, il part jamais. Il est tout le temps là. Tout le film est commenté. Ce qui fait qu'à force, bah tu vis pas le film, t'es pas dedans. Parce qu'à chaque fois, t'as le narrateur qui t'explique ce que t'es censé comprendre, ce que t'es censé voir, ce que ressent le personnage et tout. Et ce qui fait que, bah, t'es pas dedans, quoi. Je veux dire, j'aime bien Jack Black, hein, mais là, pour le coup, j'aurais bien aimé qu'il ferme sa gueule, quoi. Ça, et voilà, les quelques commentaires qu'il fait, voilà, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par comment était la vie dans les années 50, mais... voilà quoi, au bout d'un moment c'est la description pour la description, ça apporte pas grand chose. Au bout d'un moment j'ai surtout l'impression de voir les photos souvenirs d'un mec que je connais pas que vraiment vivre un film quoi, c'est dommage. Ensuite nous avons Crypto et les super animaux. Crypto qui, voilà, tu vois, faire un long métrage d'animation sur Crypto, pourquoi pas, il y a matière, voilà, tu peux faire une semi-parodie des films de super-héros et tout, ça peut être pas mal, oui. Le problème c'est que c'est plus proche de... Comme nous les bêtes que de Zootopie, voilà, ça se contente de faire des blagues sur les animaux, sur quelques clichés de super-héros et tout, et voilà, c'est juste pas ouf, quoi. Ça se contente d'être un film pour enfants, alors qu'avec Crypto le chien, je suis sûr que t'aurais pu faire plus. Je veux dire, t'aurais pu faire un film d'action vraiment fun, tu vois, t'aurais pu faire un Kung Fu Panda ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça, plus le fait que, voilà, j'ai pas beaucoup suivi les histoires de Crypto, mais... je pense que lui donner la personnalité de The Rock, c'était une erreur. Mais bon, The Rock a fait pire niveau film de super-héros, surtout cette année. Ensuite, nous avons Mort sur le Nil, qui est la suite du Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Et autant, tu vois, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pas aimé sa version du Crime de l'Orient Express. Je peux comprendre pourquoi, voilà, tu peux te dire pourquoi refaire une énième adaptation alors que on a déjà de très bonnes adaptations. Je veux dire, Crime de l'Orient Express, je crois que c'était Sidney Lumet qui l'avait fait, non? Donc voilà, je peux comprendre que certains peuvent trouver cette réadaptation inutile, mais voilà, je trouvais qu'il essayait d'y apporter un côté shakespearien, ce qui est normal. Kenneth Branagh, il est connu pour avoir fait beaucoup d'excellents films shakespeariens, mais voilà quoi, vraiment il se centrait totalement sur le côté ultra dramatique, sur le jeu des acteurs et tout. Ce qui fait que Crime de l'Orient Express, voilà, j'étais quand même dans, voilà, j'étais dans le côté émotionnel de l'histoire. La fin, je vais même dire, il y avait des moments où je trouvais la fin plutôt belle, même si le reste était un petit peu remplan-plan, tu vois. Mais celui-là... ça prend moins. Déjà, l'émotion qui est mise en place, t'es moins dedans, voilà, parce que c'est des personnages beaucoup moins intéressants que dans le Crime de l'Orient Express. Mais aussi, il y a des décisions, je comprends pas trop. Je veux dire, le début du film, c'est Hercule Poirot durant la Première Guerre mondiale. Tu vois, tu te dis, oh, ok, pourquoi pas, tu vas essayer de créer une histoire où on fait un parallèle avec un traumatisme du passé d'Hercule Poirot et comment il va essayer de résoudre cette enquête via son passé, essayer d'explorer les liens. Ah bah tiens, il a un ami qu'il connaît très bien dans cette aventure-là, peut-être qu'on va montrer qu'il se connaissait de la guerre et tout. Mais en fait, non. En fait, ce flashback, très chouette, bien réalisé et tout, son seul rôle, c'est expliquer pourquoi Hercule Poirot a une moustache. Non, vraiment, c'est tout. C'est pour cacher une blessure de guerre.
je m'en fous. Et le rapport avec le reste de l'histoire, bah tu l'oublies complètement, à part à la toute fin, où tu vois, voilà, après ce qui s'est passé, Hercule Poirot, il a décidé de se raser la moustache et de laisser sa cicatrice à l'air libre. Je comprends pas le rapport, je vois pas le rapport entre résoudre la mort sur le Nil et ton affaire de moustache liée à tes traumatismes et tout, tu vois, je comprends pas, c'était une façon de dire adieu mon amour parce que c'était sa bien-aimée qui avait suggéré qu'il se fasse pousser la moustache, mais tu vois, résumer cette personne à la moustache c'est un petit peu limite déjà, mais aussi... Je vois pas le rapport en quoi cette enquête t'a aidé à dire adieu à la femme que t'aimais ou quelque chose comme ça. Je comprends pas le rapport, tu vois, j'essaye de chercher mais je vois pas. C'est dommage parce qu'il essaye toujours d'avoir des petites trouvailles de mise en scène plutôt jolies et tout, mais ça sauve pas le film malheureusement. Cette fois, la sauce prend pas pour moi. 355 par le réalisateur de Dark Phoenix. Voilà, comme je suis un des rares mecs à avoir aimé Dark Phoenix, forcément ça m'intéressait, mais... voilà quoi. Autant l'approche simple parce que j'ai pas énormément d'ambition et j'ai pas énormément de budget, ça passait pour Dark Phoenix malgré le fait que c'était quand même censé être une grosse histoire parce que voilà, il arrivait quand même à rester centré sur les personnages, sur leurs dilemmes et tout, il y avait d'autres façons de mettre en scène cette histoire là donc ça allait. Autant pour 355, bah il essaye de faire un film Mission Impossible un petit peu, mais sans qu'il y ait les grosses scènes d'espionnage bien organisées et les grosses scènes d'action, ce qui fait que... bah, t'as juste l'impression de regarder un téléfilm quelquefois, et c'est un petit peu dommage. C'est con parce que le concept, voilà, ça aurait pu être pas mal, hein, le casting réuni, voilà, ce sont toutes d'excellentes actrices, mais voilà, ça prend pas. Amsterdam, film qui se fait défoncer, et je comprends un petit peu pourquoi, ouais, ça essaye d'être une espèce d'enquête film noir avec un portrait de l'Amérique des années 30 et tout, mais... il y a des moments mignons, hein, je reconnais ça, il y a des moments où le trio que l'on suit, ils ont des bons petits moments et tout, mais sinon, voilà quoi, il y a les tentatives d'humour, ça prend pas, le fait de vouloir commenter sur le fait que les nazis, il y avait quand même un parti en Amérique et tout, ça aurait pu être intéressant, mais ça sert plus à montrer, regardez, nous l'Amérique, on s'est pas laissé faire, alors que, bah non, ça aurait été intéressant justement de montrer que l'Amérique était pratiquement partante avant qu'il y ait Pearl Harbor, quoi, ça aurait été pas mal ça. Puis ça essaye d'être ultra coloré avec des tas de personnages joués par des tas d'acteurs et tout, mais voilà, la plupart... tu sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dans telle scène, ils se contentent d'être piqués là, voilà, ils se contentent d'être dans la scène, à commenter, et c'est tout, quoi. Et je crois aussi qu'il y a eu la pire façon de faire la blague de « j'imagine que je suis en train de tuer quelqu'un, mais en fait c'est juste dans ma tête, je t'ai piégé, spectateur ». Voilà, ils font la pire exécution possible pour ce genre de scène, et c'est... waouh! Pourtant, c'est pas un nul le réalisateur, quoi. David O. Russell, bon, de ce que j'ai compris, il y a quelques polémiques le concernant par rapport à ce film, mais voilà, quoi, c'est pas un mauvais réalisateur. Il a fait Le Roi du désert, Fighter, American Bluff, Happiness Therapy. Je crois qu'il avait fait Joy aussi, non? Ouais, il a fait Joy. Et 7 ans après, il fait plus rien à part Amsterdam. Qu'est-ce qui s'est passé? Scrooge, encore un film que je suis sûr que personne n'a compris qu'il existait juste parce que c'est passé en furtif sur Netflix. C'est une énième adaptation d'A Christmas Carol et... c'est quoi ça? Il y a des moments où ils ont des bonnes idées, il y a des moments où leur parti pris peut être pas mal, voilà, genre, je crois que c'est une des rares adaptations d'A Christmas Carol qui fait en sorte de reprendre aucun dialogue du bouquin, voilà, tous leurs dialogues, ils les ont écrits eux-mêmes, voilà, ils se contentent de juste reprendre la trame principale et après ils l'écrivent à leur façon. Mais de l'autre côté, t'as aussi des idées dignes de le Noël de Barbie, quoi. Genre, on donne un comic relief à Scrooge qui l'accompagne dans son voyage dans le temps, ça apporte rien. C'est juste là pour faire des gags nuls qui apportent rien au scénario. Et aussi, je sais que c'est un film pour enfants, mais il y a des moments où le film, il prend vraiment les enfants pour des cons, hein. Genre, t'as des moments où il essaye de créer des parallèles entre le passé de Scrooge et son présent. Genre, comparer sa petite sœur à Tiny Tim et montrer « oh là là, ils sont tous les deux malades, si tu t'occupais de lui, ce serait comme si tu t'occupais de ta sœur. » Le problème, c'est qu'il force ça avec les vignettes qui forment les flashbacks juste collés à côté de l'image, et du coup, t'es genre « oui, c'est bon, j'ai compris !» Oh, et les chansons sont sympas, voilà. Et l'animation, tu vois, c'est clairement une animation pour mettre en valeur des poupées, mais voilà, il y a des designs intéressants par-ci par-là. J'aime bien la tronche de Scrooge, mais voilà, malheureusement, c'est juste mais. Et là, nous avons la duologie des films français qui se passent en Corse, que je suis allé voir juste parce que ça se passe en Corse. Permis de construire, qui a été réalisé par Pido, voilà, qui est un comique corse dont je parle quelquefois. Il y a même des moments où je le cite directement parce que j'aime bien son humour. Et grosso modo, il fait son bienvenu chez HT. Voilà, c'est sympa, hein, mais
Ça aurait pu être mieux, quoi. Comparé aux scènes qu'il arrive à créer quand il est sur scène, c'est dommage de voir son humour réduit à juste quelques échanges de dialogue et c'est marre, quoi. Il y a même des moments où il recycle des sketchs qu'il avait fait avec Tsek, quoi. Donc c'est un petit peu l'opportunité manquée. Mais après, c'est quand même sympa qu'il ait réussi à faire venir au Warner en Corse, qu'il arrive à faire un film là-bas, qu'il arrive à exploiter un petit peu le paysage et montrer un petit peu le potentiel des acteurs ou des paysages qu'on peut avoir en faisant des films là-bas. Donc ça reste chouette, bien sûr, mais... pour un début, c'est... Effradé, réalisé par... je sais pas, je m'en fous. Film qui s'est fait un petit peu défoncer parce que ça montre un Corse noir. Un Corse joué par... comment il s'appelle déjà? Thomas N'Jol. Je sais pas comment on prononce son nom. Ouais. Est-ce que votre nom est bien Thomas N'Jol? C'est ça. Putain, vous êtes en vrai? Ouais, complètement, ouais. Et à cela, j'ai envie de dire... Vous êtes pas allé en Corse, hein. Je veux dire, d'accord, on n'en voit pas beaucoup, mais il y en a, hein. Et c'est grosso modo une petite confrontation entre un frère caché et un frère purement corse, donc forcément il aime pas tout ce qui vient d'ailleurs ou qui se croit chez lui et tout. Donc, tu vois, il y a une petite confrontation un petit peu amusante, un petit peu dramatique quelquefois, oui, quelquefois ça part dans le drame, mais voilà, ça aurait pu être mieux. Je crois que le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand le frère touriste... Tu vois, il se paume un petit un moment dans le maquis, voilà, il reste toute la nuit, et il tombe sur Ivan Colonna. Alors, ok, il y a un potentiel de gag, voilà, ils font quelques trucs un petit peu amusants, tu vois, il y a une scène où il se met à danser avec Ivan Colonna, voilà, c'est un petit peu rigolo. C'est bon, c'est rigolo de montrer Ivan Colonna comme étant le sage au-dessus de la montagne, celui que tu vas voir et qui te donne les solutions à tes problèmes, voilà, c'est un petit peu rigolo de lui donner ce rôle-là à lui, mais aussi, je me demande... Il était pas mort quand vous avez fait ce film. Je sais pas quand est-ce que vous l'avez réalisé ce film, mais je crois que quand il est sorti, voilà, il avait été assassiné, quoi. Donc ça tombe peut-être un petit peu mal, quoi. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous passons aux films qui n'ont pas vraiment déçu, parce que je n'en attendais pas grand-chose, mais qui sont quand même pas ouf. Pas mauvais, hein, pas assez pour être dans le flop, justement, mais pas ouf. On va commencer par un des films dont j'ai fait un vlog, Sonic 2. Voilà, que j'ai passé un bon moment devant ce film. Je reconnais tous ses défauts, hein, je reconnais que tous les défauts du premier film sont encore pires, je reconnais que le scénario est ultra simpliste, que les personnages sont ultra simplistes, que la mise en scène peut être basique à certains moments, mais de l'autre côté, voilà, j'ai quand même passé un bon moment, voilà, j'ai passé un meilleur moment que devant le premier Sonic, comme quoi, j'avoue, il y a le côté un petit peu fanservice, que là, j'étais dedans, contrairement à d'autres fois où le fanservice, ça peut être plus chiant qu'autre chose, là, je sais pas, ça sentait, voilà, il y a des fans de Sonic qui ont fait ce film, c'est cool, quoi, et ouais, je suis très curieux de voir comment ils vont exécuter l'histoire de Shadow, parce que je pense pas qu'ils soient vraiment prêts pour faire toute l'histoire avec l'arc, la créature de vie ultime et tout. Je pense pas qu'ils soient vraiment ce genre d'équipe qui peuvent faire ce genre de trucs, mais pourquoi pas, hein, on verra. Luck, le premier film d'animation des studios Skydance, je crois que c'est ça leur nom, voilà, le studio de production qui fait les Star Trek et les Missions Impossibles et tout, bah, ils se sont lancés dans l'animation, c'est ok. Ouais, c'est pas nul, c'est pas incroyable, c'est ok. Le plus gros défaut que j'aurais à faire, c'est... Tu vois, t'as un certain personnage, t'as l'impression qu'elle tire un petit peu les ficelles, qu'elle fait en sorte de créer toute cette situation pour donner une leçon au personnage principal. Mais il y a un moment du film où tu te rends compte, ah non, en fait, t'es aussi paumé que les autres. Mais alors pourquoi t'as fait ce clin d'œil à ce moment-là? Pourquoi t'as fait un petit peu exprès pour que ça se passe comme ça et tout? Il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. Mais sinon, voilà, c'est mignon. Ça existe. Voilà. Enola Holmes 2, le montage est à chier. Voilà, c'est le truc qui m'a le plus marqué, parce que le reste, c'est du Sherlock Holmes relativement lambda, voilà. Ils essayent un petit peu de faire du commentaire social sur les conditions de travail des ouvrières et tout, voilà, ce qui est... Voilà, c'est approprié, hein, pour le contexte d'où se passent les Sherlock Holmes et le personnage d'Enola, hein, parce que le côté féministe dans le premier film était... Mais là, c'est bien qu'ils essayent d'en faire un enjeu principal, quoi. Mais il y a certains twists, je comprends pas trop l'intérêt, surtout en ce qui concerne Moriarty. Voilà, j'aimais bien Henry Cavill en Sherlock dans le premier film, parce que, tu vois, c'était pas un connard, c'était juste un enquêteur modèle qui prenait soin des gens qu'il aime et tout. Mais là, ils ont décidé d'en faire un peu plus le Sherlock de Benedict Cumberbatch, et je trouve que ça colle pas. Mais sinon, voilà, le truc qui m'a le plus marqué, c'est à quel point le montage était à chier, quoi. À des moments, j'ai l'impression de voir Tekken 2, alors que non, c'est Enola Holmes 2. Pourquoi ça a besoin d'être cuté comme Tekken 2? J'adore ce que vous faites, voilà. Comédie française sur à quel point certains fans de célébrités peuvent être chiants et tout, mais... Vraiment, des fois, ce genre de film, c'est
c'est plus insultant qu'autre chose. Mais là, dans ce cas-là, je sais pas quelle catégorie de personnes il est plus insultant. Est-ce qu'il est plus insultant pour les fans en les montrant comme des gros relous qui provoquent toujours la merde sur un projet important et tout? Ou est-ce que c'est insultant envers l'industrie qui essaye de dire à l'acteur principal, non, hé mec, laisse-toi stalker par des fans, voilà, laisse-toi harceler. Mais genre, non, non, vraiment, au bout d'un moment, le mec, il fait vraiment des conneries, me dites pas de tolérer ça, quoi. Il y a des moments, je sens que ma vie privée est en danger avec ce mec, quoi. Et au-delà de ça, voilà, c'est pas spécialement énergique, l'humour prend pas toujours et tout, et voilà, c'est juste une énième comédie française, voilà. Et pour ceux qui poseront la question, non, je l'ai pas vu, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, parce que j'ai pas encore vu le 2. Pourquoi je regarderais le 3? Déjà que le 1, Terror on the Prairie, alors, Terror on the Prairie, c'est très marrant. C'est le film produit par Ben Shapiro qui met en scène Gina Carano. Gina Carano, qui, je vous rappelle, s'est mis en guerre contre tout Hollywood parce qu'elle refusait de s'excuser pour ses propos transphobes et soutenant des insurrections pro-Trump. Et depuis, elle est un petit peu l'étendard des réacs anti-woke et tout, qui veulent donner une bonne leçon à Hollywood qui est trop woke, etc. Donc du coup, leur bonne leçon, c'est de faire un film western, voilà, avec un budget plutôt correct pour ce genre de film, et de sortir ce film pour écraser Hollywood. Le film, quand il est sorti en salle, il a rapporté 830 $. Pas 830 000, ni 830 millions, mais 830 tout rond. Humiliant. Ça, plus le fait que, mec, vous vous êtes créé un public de crétins qui traitent de woke n'importe quel film mettant en scène une femme forte. Et là, vous faites un film sur une femme forte. Du coup, votre propre public se plaint que le film est woke. Ouais, t'as des gens qui vont dire Ben Shapiro, il a fait un film woke. On est arrivé à ce stade de n'importe quoi du terme woke. Mais surtout, voilà, c'est quand même ironique, quoi. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue sur ce coup-là. C'est bien fait pour leur gueule. Et de l'autre côté, le film, il est pas nul, tu vois. Tu sens que vraiment, les mecs, ils voulaient juste faire un western à l'ancienne, voilà, sans essayer d'avoir un propos trop moderne ou d'essayer de commenter sur le monde actuel. Le problème, c'est que du coup, ils se contentent de faire tous ces clichés de western et ils n'y apportent rien. Je dirais que le plus gros défaut, ce serait le ton qu'ils essayent de mettre. Parce que tout le film est dans un ton vraiment dramatique, limite deuil. Il n'y a aucune musique, le ton est tout le temps grave et tout. Mais au bout d'un moment, ça rend juste le film chiant. Il y a un autre film sorti cette année qui avait un petit peu le même genre de ton et qui s'appelle Asbestas. Très chouette film d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, meilleur rôle de Marina Foïs. Et lui aussi, il avait le même genre de ton, sauf que, tu vois, il y avait des moments où il mettait de la musique, mais aussi, il y avait des moments où les personnages, malgré le ton un petit peu grave, tu les voyais quand même en train de s'amuser, en train de passer des bons moments, en train de sourire, etc. Terror on the Prairie n'a même pas ça. Du coup, tu sais pas pourquoi t'en aurais quelque chose à foutre du personnage principal ou de ses enfants quand ils se font attaquer par des bandits, quoi. Et ouais, il y a même pas de tentative de faire de la propagande d'extrême droite en mettant des méchants mexicains ou des méchants natifs américains ou quoi. Non, les seuls noms blancs qu'on voit, ils sont là que pour une scène pour montrer à quel point l'héroïne principale, elle s'est guérir des plaies, quoi. Qui d'ailleurs, je crois que ça revient jamais au cours du film. Le seul truc à la limite, c'est que voilà, la famille en question, c'est la famille d'un ancien confédéré qui avait trahi les confédérés pour rejoindre Lincoln et tout, et les méchants, c'est des anciens confédérés qui vont essayer de se venger, quoi, et... Ouais, si tu veux, mais ça dit rien, en fait. Quoi, qu'il y avait des gens sympas parmi les confédérés? Bah, ouais. Mais il a trahi, tu vois, donc tu déformes même pas vraiment les confédérés, quoi. Tu montres que, quelque part, c'était vraiment des enfoirés, quoi. Mais le pire, c'est qu'il y a des moments où, vraiment, il y a des tentatives d'humaniser les méchants, voilà, genre, chaque fois que l'un d'entre eux meurt dans ce gang, les autres, ils sont toujours en pleurs et tout, ils sont en train de dire « Mais qu'est-ce que je vais dire à sa mère ?» et tout, mais au bout d'un moment, tu te dis « Mais à quoi ça sert ?» Au bout d'un moment, j'ai l'impression de voir Austin Powers, où tu cut sur la famille des mecs que Austin Powers bute au bout d'un moment. Ça n'apporte rien à l'histoire parce que justement on n'essaye pas de montrer qu'il y a des bons et méchants des deux côtés, non, parce que les méchants ça reste quand même des gros tarés qui veulent tuer une famille et qui s'amusent à trucider des mecs en faisant voilà quoi, t'essayes d'humaniser ça, pourquoi? Mais voilà, pour le reste, bon. Dans les yeux de Tammy Faye, je sais plus pourquoi j'avais vu ce film. Je crois que c'est parce que l'actrice avait eu un Oscar ou quelque chose comme ça. Tout le concept de montrer l'avènement des télé-évangélistes et tout ça, ça aurait pu être pas mal, hein, ça aurait pu être intéressant comme truc de satire et tout, mais j'ai l'impression il en tire jamais vraiment parti, il se concentre trop sur le côté ah, à quel moment on peut arriver plus vite au moment à Oscar, tu vois, les moments où elle dit un truc de façon froide, où elle a les larmes aux yeux, où elle croit que son mari pourrait être gay et tout, voilà. J'ai l'impression que c'est tellement concentré sur ça que du coup ça oublie complètement. Et tu peux faire une satire là-dessus. C'est même pas qu'il essaye d'être du côté des téléévangélistes, parce que non, ça montre bien que la nana c'est une connasse et tout, mais voilà, c'est tout. Ça se contente de montrer c'est une connasse. Pour le reste,
c'est tellement pas marquant que j'ai oublié la moitié du film, quoi. C'est con, hein. Menteur, alors celui-là, il est intéressant, parce que c'est pas vraiment un film de la bande à Fifi, il y a qu'un seul acteur de la bande à Fifi, mais tu sens qu'il essaye un petit peu de reprendre leur style d'humour, faire une comédie type années 90, en étant un petit peu trash et sexuel sur les bords et tout, mais comme c'est pas réalisé par la bande à Fifi, je crois que c'est le mec qui a fait les tuches, qui s'occupe de la réalisation de celui-là, bah du coup ça fait un petit peu filtre, du coup l'humour est beaucoup moins lourd. Beaucoup moins lourd. Du coup, t'as juste l'extrême inverse des comédies de la bande à Fifi. Il y a quelques moments de folie, mais ces quelques moments de folie, tu te dis, ça aurait été bien que ce soit tout le film. Là où le reste du film, ça reste basé sur des dialogues pas forcément très drôles et tout. Il y a des moments où ça commence à parler du côté dramatique, et ça marche plutôt bien, là, mais pour le reste, voilà, quoi. Le dosage d'humour, il y est pas, quoi. Après, voilà, il y a des moments de mise en scène que j'avais bien aimé, genre, il y a une certaine transition entre un moment du présent et un flashback qui marche plutôt bien. Et pour ce qui est du traitement du sujet de mensonge, voilà quoi, c'est juste du basique, c'est pas bien de mentir. Mais genre vraiment, c'est juste ça quoi. Ça essaye pas de faire un petit peu de nuance comme avec le Pinocchio de Guillermo del Toro qui montre que, quelquefois mentir ça peut avoir un plus, mais non. Halloween Ends était beaucoup moins pire que Halloween Kills. Mais il est pas ouf non plus quand même, hein. Le truc c'est que, tu vois, le concept de ce film, il est intéressant, tu vois, montrer un gosse qui a accidentellement tué un autre gosse. Oh, d'ailleurs, la mort de ce gosse est hilarante. Je sais pas quel ton ils essayaient d'avoir pour cette scène, mais moi j'étais mort de rire tant c'était con, tant c'était super programmé pour être le plus traumatisant possible pour toute cette famille, mais voilà quoi. Du coup, il se fait régulièrement harceler pour avoir accidentellement tué ce gosse, et on lui donne cette image de serial killer, etc. Et au bout d'un moment, à force de se faire martyriser là-dessus, au bout d'un moment, il craque et il finit par devenir ce serial killer qu'on a imaginé sur lui. Et tu vois, c'est un bon concept, justement. Il y a un bon truc psychologique et tout, mais là, vous êtes surtout en train de vous poser la question, il est où Michael Myers ? Exactement! Ce film oublie complètement Michael Myers. Ce film est censé être la conclusion d'Halloween, voilà, leur trilogie ou quadrilogie si on compte le film de John Carpenter. Mais Michael Myers, c'est limite le Yoda du gamin, quoi. Genre, il est là juste pour lui apprendre comment tuer, quoi. Juste pour essayer pour lui transférer l'esprit du tueur ou quoi que ce soit. Voilà, l'espèce de trucs mystiques qu'ils essayent de mettre en place qui marchent pas. Et la fameuse confrontation finale, bah, c'est juste Jamie Lee Curtis dans sa cuisine qui donne des coups de couteau à Michael Myers, lui enlève son masque. Et après, il y a tout le village qui vont dans un chantier, qui transporte le corps de Michael Myers comme si c'était Jésus, et qui le balance dans un broyant pour être sûr, ok, là, il reviendra pas. Ouais, désolé de spoiler le film, mais de toute façon, la fin, comme vous voyez, elle est ultra décevante, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'au bout d'un moment, ils ont abandonné l'idée qu'ils avaient avec cette trilogie un petit peu improvisée, parce qu'à la base, il devait juste y avoir un film. Ils ont fait les deux autres en mode, voilà, on va essayer de faire comme Retour vers le futur, comme Matrix et tout, et montrer qu'on avait toujours prévu une trilogie. Et dans Halloween Kills, j'avais un petit peu l'impression qu'ils voulaient faire un parti pris, genre toute la trilogie se passe en une seule nuit. Ou toute la trilogie, ce serait cette nuit sanglante où Michael Myers, il a tué la moitié du village, il y a tout le village qui essaye de le tuer, il n'y arrive pas, et la confrontation finale avec Jamie Lee Curtis et tout, mais... Non, c'est abandonné dès les premières minutes de film. Et ça va sur toute autre chose, ça se passe des années après. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je suis sûr qu'il y a un truc qui fait qu'ils ont complètement chamboulé leur programmation pour ce troisième film, parce que ça colle pas du tout avec les deux précédents, quoi. Mais après, voilà, il y a quand même des trucs que j'ai bien aimé, genre le concept il est pas mal, il est pas super bien exploité. Et Jamie Lee Curtis, voilà, elle a des moments un petit peu rigolos. J'aime bien que dans celui-là, elle essaye d'être un peu plus sociale, elle essaye d'avoir une vie normale, et ça amène à des moments plutôt rigolos, tu vois. Mais ça sauve pas le film. C'est déjà mieux que Halloween Kills. Mais voilà quoi. Non et puis vivement qu'on arrête quoi. Je veux dire, là j'ai l'impression que même les fans d'Halloween sont lassés par Halloween quoi. The Sadness, voilà, film qu'on n'a pas arrêté de vendre comme un film ultra violent, ultra malsain. Alors oui, c'est ultra violent et ultra malsain. Il y a même des moments où je trouve ça un petit peu gratuit. J'en avais discuté avec des potes par rapport à après qu'on avait vu ce film. Et il y en avait certains qui avaient des arguments intéressants sur le fait que, voilà, c'est pour montrer vraiment ce côté sombre qu'on essaye tous de cacher et qui finit par exploser à cause de cette espèce de virus, etc. Et ouais, bien sûr, oui, on peut le voir comme ça, bien sûr, mais au bout d'un moment, j'ai vraiment l'impression, ça essaye même plus de montrer ça comme quelque chose d'horrible, mais comme quelque chose de cool, quoi. C'est con parce qu'il faut pas grand-chose pour que ce film soit vraiment un chouette film d'horreur sur le désespoir de l'humanité, le fait qu'on a tous ce tueur en nous et qu'on peut rien pour le combattre et tout. Ça prend pas pour moi, ça prend peut-être pour d'autres, hein. Clairement, ce film, il a son public, tant mieux, mais voilà, quoi. Moi, le genre de film d'horreur qui essaye de te faire une fin ultra dramatique et qui enchaîne sans transition sur un générique de fin qui fait un gros rock bien bruyant et tout, ouais, non, je crois pas trop à la sincérité du film. Et pour finir, un film que j'ai vu juste pour le titre, Hopper et le hamster des ténèbres. Voilà, c'est juste pour ça.
Juste pour le hamster des ténèbres. C'est trop drôle comme titre. Et le film est mignon. Voilà, c'est un petit film d'aventure pour enfants. Voilà, c'est un sous Indiana Jones pour les petits enfants qui peuvent pas encore regarder la scène de fin des Aventuriers de l'Arche perdue, quoi. Ça essaye d'avoir un message anti-discrimination, mais bon, c'est traité un petit peu de façon simpliste. Le méchant peut être amusant quelquefois, mais bon. Il y a des moments, l'animation peut avoir des jolis petits moments et des moments un petit peu créatifs. Genre, il y a un moment où il rencontre cette espèce de peuple d'indigènes qui sont des cochons carrés, voilà, il y a des moments rigolos avec eux, mais sinon, voilà quoi. Mais juste pour le titre, je suis content que ce film existe. Le hamster des ténèbres, quoi. Et même ça, c'est un petit peu décevant, parce que vous attendez peut-être un hamster en mode Shadow le hérisson, qui a des pouvoirs terrifiants et tout, mais non, en fait, c'est juste un MacGuffin, voilà, c'est le trophée magique qu'ils essayent tous de retrouver pour conquérir le monde ou sauver le monde, voilà. Voilà, donc là, le classement commence enfin, et nous commençons en numéro 15, croyez-le ou non, Morbius. Oui, je sais, le film qui s'est fait le plus défoncer de l'année, eh ben, il est que 15e dans mon flop. Parce que oui, le film est raté, clairement, ce film a été massacré sur le montage, il y a des moments où le scénario est complètement débile. Rien que le fait de faire un film sur Morbius, je comprends pas ça, je veux dire, c'est pas un personnage particulièrement intéressant de la mythologie de Spider-Man, autant Venom, je peux comprendre parce que c'est un personnage populaire et ouais, tu peux toujours faire un truc en le confrontant à Carnage ou à d'autres symbiotes dans le genre, bien sûr. Mais Morbius, voilà, vous grattez le fond, quoi. Mais au-delà de ça, voilà, c'est pas le pire film de l'année comme certains le disent, hein. Déjà parce qu'on a eu pire, mais aussi parce que tu vois, contrairement à pas mal de films Marvel, il essaye des trucs en termes de mise en scène et de visuel. Voilà, ça sauve pas le film, hein, voilà, et certains effets visuels, tu peux les trouver moches, hein, je peux comprendre pourquoi, mais voilà, au moins, il y avait des tentatives de faire une mise en scène un petit peu horrifique. Et au moins, contrairement à Venom, on assume le fait que Morbius, c'est un méchant, quoi. On essaye pas de le déguiser en super-héros qui, quelquefois, tue des mecs, c'est pour ça que c'est quand même un méchant et tout. Non, là, on te le montre, voilà, c'est un gentil scientifique, mais qui, s'il lâche la bête qui est en lui, ça va être une catastrophe. La fin, ça justement le laisse suggérer qu'il va devenir un monstre, quoi. C'est comme ça qu'il fallait faire. Bon, c'est encore une fois Hulk. Mais au moins, tu vois, il assume jusqu'au bout. Même la fin post-générique, clairement improvisé à la dernière minute avec des morceaux de scènes abandonnées, qui d'ailleurs un petit peu rigolo parce que tu peux voir un échange entre deux personnages et clairement ça n'a pas été écrit comme tel. Mais voilà, même là, c'est genre on assume le fait que ça va être un méchant, quoi. Ça aurait pu être pire. Oh, et bien sûr le meilleur truc du film c'est Matt Smith. Voilà, Matt Smith qui joue le méchant, voilà, c'est le truc le plus fun du film. Alors ça sauve pas le film, hein, bien sûr, mais voilà, ça en fait que c'est un film un peu moins pourri que certains, quoi. Je le vois même pas comme un nanar, tu vois, je veux dire, j'apprécie certains trucs spécifiques dans ce film-là, mais ça reste un mauvais film que je suis pas prêt de revoir de sitôt. Et le côté nanar, bah, il est pas vraiment en temps là. Je sais qu'on en a fait un gigantesque mime en essayant de le faire passer pour une espèce de nanar complètement con avec des dialogues à la con, genre It's Morbius Time, mais j'ai l'impression que Marvel, il a tellement mis un niveau basique de qualité que du coup, dès qu'il y a un truc, un chouïa en dessous, ah, c'est le pire film du monde, ah! Alors que franchement, il y a pire comme film. Il y en a 14 autres. C'est pas non plus le pire film de super-héros de cette année, non plus, hein. Rien qu'en numéro 14, nous avons Super-héros malgré lui. Ouais, voilà, on parlait de la bande à Fifi tout à l'heure et justement, là, c'est la bande à Fifi directement qui fait le film, et c'est ultra lourd. Je sais bien qu'il y a des fans de leur humour, hein, ma mère est fan de l'humour à la bande à Fifi, mais moi, franchement, je trouve ça lourd, et souvent gratuit, tu vois. Et au bout d'un moment, ça devient prévisible, genre, ah tiens, il y a une scène avec des gosses, je me demande si les gosses, ils vont subir un truc horrible, bah ouais, et il se passe que ça, quoi. Oh tiens, il y a une nana qui accompagne le héros, je me demande si la nana, elle va en prendre plein la gueule. Ah ouais, putain, elle en prend plein la gueule, là. Mais dans les trucs qui m'ont vraiment convaincu que ce film méritait sa place, c'est déjà tout l'aspect parodie de super-héros. Je mets parodie entre guillemets parce que ça parodie rien des super-héros. À part une scène où il essaye de refaire la scène du baiser dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Et quelques blagues sur les slips de super-héros. Voilà, il y a vraiment rien en termes de commentaires sur les super-héros. Ça dit rien. Et je trouve ça dommage pour une parodie de super-héros. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste les mêmes gags qu'il y avait dans votre film Nicky Larson et dans 30 jours à tirer. Sauf que cette fois, le héros principal, bah, il a un costume à la con. Et puis, il y a deux blagues qui tombe un petit peu mal. Déjà, t'as une blague sur une arme à feu qui se retrouve par inadvertance dans un tournage au milieu de faux flingues. Du coup, t'as un acteur qui se fait blesser par une vraie balle durant le tournage. Et vu que le film est sorti pas loin de la période du scandale sur Alec Baldwin qui avait accidentellement tué un mec de la technique avec un faux flingue qui était mal préparé, tu vois. Là, je me disais, ok, ça tombe un petit peu mal, tu vois. Je veux dire, ouais, c'est rigolo, mais vu que c'est apparemment toujours un problème d'actualité, hein, bien après la mort de Brandon Lee, c'était peut-être pas votre meilleure idée sur ce coup. Mais l'autre blague où là, j'étais genre, oula, trop tôt les mecs. C'est une blague où
t'as un mec qui allume par accident des feux d'artifice, tu vois les feux d'artifice partir dans un coin, et tout d'un coup, tu cut sur Notre-Dame, et le pape qui est en train de faire un discours, merci à tous vos dons pour reconstruire Notre-Dame, et là je suis genre, non c'est trop tôt, oh putain ils ont détruit Notre-Dame, oh les cons, c'est trop tôt. Sinon la blague qui m'a fait le plus rire, c'est je suis pour l'égalité des sexes, exactement, ils devraient faire tous la même taille. Voilà, c'est la blague là qui m'a fait le plus rire du film. Mais je pense que le pire, c'est dans le moment où le film essaye d'être sérieux. Genre, toute l'histoire, c'est cet acteur qui est censé jouer un super-héros pour un gros film, qui se cogne la tête, et du coup, logique de dessin animé, ça veut dire qu'il perd la mémoire momentanément. À un moment, il croise une nana, voilà, qui est journaliste, qui veut l'aider à retrouver sa véritable identité, qui se retrouve embarquée un petit peu malgré elle parce qu'elle était au bon endroit au bon moment, tu vois. Elle part à un moment donné du film, et voilà, tu sens que il y avait le romance qui commençait à se créer entre les deux, et qui ils vont finir ensemble à la fin, tu vois. Et entre temps, le héros, il arrête pas d'avoir des flashbacks sur la femme qu'il aime. Tu te dis, oh, c'est juste, il s'imagine dans le scénario du film qu'il est en train de faire, voilà, il croit que c'est réel, alors qu'en vrai, il a pas de femme qui l'attend à la maison ou quoi que ce soit, tu vois. Mais à la toute fin, quand tout est réglé, tu découvres, en fait, que ces flashbacks étaient réels. Et qu'en fait, la femme qu'il voyait dans ces flashbacks, et ben, c'était la nana qu'il avait croisée. Et là, tu te dis, what? Attends, non, ça marche pas parce que elle l'aurait reconnu quand même. Et là, en fait, elle explique, oui, voilà, j'ai appris que t'avais une amnésie, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour te reconquérir. Et là, je suis genre, red flag, fuis, connard, fuis. Mais genre, mais c'est horrible, en plus, ça te montre ça comme un truc romantique et positif, et t'es genre, mais non, elle a manipulé un mec qui avait un grave trouble mental, là, c'est pas cool, ça. Donc voilà, un des rares moments où le film essaye d'avoir des émotions sincères, et ben c'est encore pire que le reste quoi. Ah et aussi ça commence à se sentir que vos musiques en fait c'est juste des musiques préexistantes de films que vous avez remaniées pour pouvoir éviter le copyright. Je veux dire, autant la musique de Marvel Studios ça va, je comprends pourquoi vous la placez, hein, ça va pas avec votre parodie, mais le générique de fin où vous avez grosso modo mis la musique de Kick-Ass, là ça se voit et c'est pas ouf quoi, vous auriez pu faire un truc un peu plus original quoi. Parce que tu sens au niveau de son que c'est qui casse quoi. C'est pas du tout la même mélodie parce que vous l'avez modifié, mais quand même tu reconnais le truc quoi, c'est trop évident quoi. Je sais que c'est une technique qui se fait de plus en plus à Hollywood et tout, et franchement ça se sentait un petit peu à certains moments de Nicky Larson aussi, où t'avais des moments où je me disais t'avais la musique de Mission Impossible 2 et tout, mais là c'est de plus en plus évident quoi. Numéro 13, Moonfall. Le film où Roland Emmerich, il en avait marre de détruire l'Amérique, alors cette fois il va détruire le monde. Et il s'est rappelé, ah non j'ai déjà fait ça avec 2012. Ah bah cette fois je vais détruire la lune en plus de ça. Donc voilà, c'est littéralement le même copier-coller des scénarios de Roland Emmerich depuis Independence Day je crois. Où tu suis différents personnages qui sont à différents niveaux sociaux et tout, qui subissent la catastrophe chacun de leur côté, qui sont plus ou moins liés parce qu'ils sont de la même famille ou pas, ils se connaissent ou pas. Et au milieu t'as un mec très accro dans les théories du complot qui savait avant tout le monde ce qui allait se passer, et qui du coup devient l'espoir de l'humanité, du coup on l'envoie dans l'espace alors qu'il a jamais été entraîné pour ça. Et il aide à combattre... J'ai même pas dit c'est quoi le truc de ce film parce que c'est pas juste la lune qui s'écrase en fait. En fait, on découvre que la lune, en fait, c'est une construction alien faite par des gentils aliens pour protéger la Terre contre des méchants aliens. Et c'est les méchants aliens qui viennent attaquer pour faire s'écraser la lune. Waouh! Et déjà, c'est tout aussi con que l'on peut s'attendre de la part d'un film de Roland Emmerich. Je veux dire, littéralement, le premier réflexe du gouvernement américain dans cette situation, c'est de cacher la vérité. Au bout d'un moment, les gens vont voir que la lune est plus grosse que d'habitude, quoi. Et d'envoyer la bombe atomique sur la lune. C'est la lune! Genre c'est un petit peu trop gros pour pouvoir détruire la lune avec une bombe nucléaire quoi. T'as pas la station Ark dans Sonic Adventure 2 quoi. Pourquoi on reste sur Sonic Adventure 2 là depuis tout à l'heure? C'est pas assez puissant pour détruire la lune quoi. Au pire vous allez refaire la façade, mais c'est tout quoi. Et aussi déjà on n'arrête pas de parler du fait que si on déplace de quelques centimètres la lune ça va provoquer des raz-de-marée et tout. Mais qu'est-ce que tu crois qui va se passer quand tu vas balancer la bombe nucléaire sur la lune alors que la lune elle est littéralement à 2 cm de votre gueule? Mais aussi tu vois au bout d'un moment la répétition de cette histoire de théorie du complot qu'il y a dans pratiquement tous les films de Roland Emmerich. Tu vois, autant les années 90, c'était mignon, c'était dans l'air du temps, tu vois. C'était à la mode, les théories du complot, hein. X-Files, tout ça, voilà. Ça pouvait passer à l'époque. Dans les années 2000, ça commençait à devenir chiant, là. Mais là, de nos jours, où l'extrême droite américaine abuse des théories du complot, qui essayent d'exploiter le mal-être des mecs qui se retrouvent embarqués dans ces théories du complot pour pouvoir arranger leur politique,
là ça devient particulièrement dangereux. Surtout quand le mec en question est un cliché de incel qui à un moment glorifie Elon Musk. Ouais, ça arrive vraiment, hein. Genre ça a beau critiquer le gouvernement américain, genre oh c'est pas bien de cacher des trucs et d'envoyer la bombe nucléaire, mais de l'autre côté, hein, ça a aucun problème à dire oh Elon Musk il est trop cool quoi. Ah grâce à Elon Musk on va pouvoir sauver le monde. Et surtout à la fin, je spoil, je m'en fous, de toute façon je vous conseille pas ces films, je vois même pas pourquoi je devrais me retenir de spoiler. Et bien il rejoint le combat des gentils aliens contre les méchants aliens. Ouais, voilà, ça... Je me doute que tu l'as fait juste parce que t'es con, mais au bout d'un moment, ta connerie, elle commence à devenir le même langage que l'extrême droite américaine. Fais gaffe, mec. Et c'est con parce que, tu vois, les acteurs qu'il y a dedans, ils sont bons, quoi. J'ai oublié le nom de tout le monde à part Halle Berry. Mais le héros principal, voilà, c'est le mec de Conjuring, voilà, c'est un bon acteur. Et le incel qui a sa théorie du complot, comme quoi la Lune, c'était une construction alien, bah... Voilà, c'est ça dans Game of Thrones, hein, il est bon acteur, voilà, il fait de son mieux avec ce qu'on lui donne. Mais le reste, il n'y a rien à sauver. Même le côté spectacle, il y est pas parce que il a plus un gros studio comme 20th Century Fox pour faire ses films maintenant. Non, là, ce film-là, il est produit par Lionsgate, qui n'a pas vraiment le budget pour un film catastrophe comme celui-là, quoi. Ce qui fait que, bah, tu sens qu'ils sont devant un fond vert, tu sens que l'image de synthèse, elle est pas finie. Donc ouais, même dans la catégorie des films de Roland Emmerich, c'est pas ouf et répétitif, quoi. Numéro 12, à la poursuite du diamant vert, mais en moins bien. Ou Le secret de la cité perdue. Ouais, voilà, je pense que je suis pas le seul à l'avoir dit, ce film, c'est juste à la poursuite du diamant vert, mais en moins bien. À la poursuite du diamant vert, en moins bien, parce que tu vois, en moins, à la poursuite du diamant vert, il y avait un certain amour pour ces histoires un petit peu clichés, un petit peu artificielles, qui étaient les trucs d'aventure, où un mec badass part après un diamant, ou un truc artefact ultra ancien et tout. Ça se moquait un petit peu, hein, parce que justement, tout le truc, c'était que une personne pas du tout habituée à ces aventures-là se retrouve embarquée dans ces aventures-là, mais ça servait à la fois à casser les clichés, tout en glorifiant ces clichés, tu vois, il y avait une belle lettre d'amour malgré tout. Là, dans ce film, le côté aventure, c'est juste une justification pour qu'on ait des tas de scènes où Sandra Bullock et Channing Tatum improvisent leur dialogue encore et encore. Voilà, mais ça sent qu'ils improvisent tout le long, quoi. Et l'humour est... Coussi ça, quoi. Genre, il y a peut-être quelques dialogues qui peuvent être amusants, mais la plupart du temps, c'est lourd, quoi. Même dans les moments où ils essaient d'être un petit peu sérieux, de donner un petit côté dramatique à l'histoire, genre, tout le truc de Sandra Bullock qui a écrit ses livres d'aventure juste parce que son mari, qui est mort, et faisait pas mal de voyages, il était archéologue, là, j'étais genre, ok, vous avez même pas compris la poursuite du diamant vert. Je veux dire, tout le truc de... Elle écrivait des romances ultra exagérées et de l'aventure, justement, parce qu'elle avait une vie incroyablement banale, quoi. Elle fantasmait comment étaient ces aventures-là pour avoir un petit peu une descente d'attente quand finalement elle vit enfin une de ces aventures, tu vois, c'était ça le truc. Là, bah, voilà, ça reste une personne qui est pas habituée à l'aventure, mais ça reste quand même moins impactant, quoi. Non, en fait, le meilleur truc, c'est Daniel Radcliffe qui jouait le méchant. Ouais, voilà, c'était le seul truc que j'avais bien aimé. Il est bon pour jouer ce personnage un petit peu caractériel qui essaie quand même d'être classe et tout, voilà. Il est bon pour jouer un méchant classique de ce genre d'histoire, mais... Et le côté action et spectacle, voilà, il y est pas du tout, quoi. La plupart des scènes d'action, tu sens trop le studio, c'est pas particulièrement bien filmé, la plupart des blagues qu'ils font autour, voilà, ça n'est pas super bien exécuté par le montage et tout, c'est dommage. Et il y a aussi le fait que l'humour repose pas mal sur l'improvisation, tu vois. C'est des gens qui savent improviser, hein. Channing Tatum et Sandra Bullock, ils ont montré par le passé qu'ils savent improviser des bonnes blagues, hein, dans Les Flingueuses ou dans les 21 Jump Street. Mais là, vraiment, la matière qu'on leur donne et le réalisateur qu'il y a derrière, ils ont pas l'air d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir être aussi drôle que dans ces films-là. C'est dommage, hein, parce qu'un concept comme ça aurait pu être vraiment sympa, mais pour le coup, non. Numéro 11, Uncharted. En parlant de films d'aventure qui passent à côté du charme des films d'aventure. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai toujours pas vu la série Last of Us, mais je vois déjà des tas de gens qui disent « Oh mon dieu, c'est enfin une bonne adaptation de jeux vidéo et tout !» Alors déjà, c'est pas la première bonne adaptation de jeux vidéo, même en série, encore moins en série, parce qu'on a eu de bonnes séries adaptées de jeux vidéo. Donc arrêtez de faire genre, oh on a cassé la malédiction des adaptations de jeux vidéo, parce que ça fait longtemps qu'on a cassé cette malédiction, hein, c'est juste qu'il y a toujours autant de merde qui sortent, quoi. Mais aussi, un jeu comme Last of Us, c'est ultra facile à adapter en film ou en série, quoi. Je veux dire, c'est pratiquement déjà un film ou une série. C'est déjà avec les acteurs, avec les dialogues, avec les situations. C'est même ça qui fait un petit peu fuir cette série pour le moment, parce que ça a l'air d'être juste un copier-coller de ce qui se passe dans le jeu. Parce que, ouais, franchement, pour faire une bonne série, t'as juste besoin de copier ce qui se passe dans le jeu, quoi, et c'est tout, quoi. Et Uncharted, c'est pareil, ça aurait dû être facile de faire un film sur Uncharted. Le truc, c'est déjà un film. Je veux dire, la plupart des scènes, c'est pratiquement des reprises d'autres films, des James Bond, des Indiana Jones, etc. Donc autant faire une bonne série sur Last of Us, c'est pas vraiment un exploit, je veux dire, c'est normal même, mais... rater un film Uncharted, ça, c'est l'exploit. Là, c'est que vraiment t'es une brêle. Là, c'est que vraiment t'as un talent incroyable. C'est dommage que ton talent incroyable, ce soit de rater des concepts simples. Et tu vois, c'est même pas en rapport avec le fait que Tom Holland joue Nathan Drake et tout, parce que... moi, je me dis pourquoi pas, voilà, ils essayent de faire une version jeune de Nathan Drake, pourquoi pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit Mark Wahlberg, hein, surtout que même au niveau de la voix de doublage, quoi, c'était
casting parfait à croire. Mais tu vois, il se débrouille bien en Sully aussi, tu vois, donc j'aime sauter le casting. Non, vraiment, le problème, c'est tout le reste, quoi. C'est pas le casting, hein, parce que même le méchant joué par Antonio Banderas et l'autre méchante, je sais pas c'est quoi le nom de l'actrice, mais tu vois, ils font le café en termes d'acting, ils ont montré plus d'une fois qu'ils ont le talent pour et tout. Non, vraiment, c'est la réalisation qui est ultra artificielle. Et l'écriture, qui est tellement artificielle, t'as vraiment l'impression que ça a été écrit par une IA, quoi. Genre, dès le début, ils mettent le pire des clichés que je déteste, genre, on commence en plein milieu d'une scène d'action, mais tout d'un coup, bam, flashback, et tout le reste du film, ça montre comment il est arrivé là. Genre, ça sert à quoi, là? Ça sert absolument à rien. Tu vois, Uncharted 2, il faisait un petit peu ce cliché, mais il le faisait un petit peu mieux, tu vois. Genre, il y avait un mélange présent et passé, mais les deux scènes étaient relativement le début. Du coup, tu commences quand même l'histoire dès le début, mais en même temps, t'as quand même un petit peu le mystère, oh mon dieu, comment on attendrait que c'est retrouvé là, quoi. Et les dialogues, je sais pas comment vous avez fait, mais le charme des jeux Uncharted, c'est que, malgré le fait que ce soit un jeu vidéo et un genre de film bien cliché et tout, les dialogues étaient ultra naturels, tu vois. Il y avait aucun moment où tu sentais que c'était écrit comme un film de Schwarzenegger ou un film Indiana Jones ou un truc comme ça, tu vois. T'avais aucun moment où tu sentais c'est écrit pour être un film d'action cool. C'était toujours des échanges qui semblaient vraiment naturels, quoi. Surtout dans le 4. Le 4, vraiment, avec la direction d'acteur et tout, tu sentais qu'il y avait un côté vraiment naturel. Là, non, ils se contentent de prendre la pause en disant leurs dialogues comme s'ils étaient les dialogues les plus cool du monde, mais ils sont pas particulièrement cool non plus. Ouais, il y a quelques idées un petit peu rigolotes, genre la reproduction de la scène de l'avion de Uncharted 3, qui était déjà une reprise de la scène de l'avion dans le... C'était lequel de James Bond? Tu n'es pas joué, ouais, voilà. Ou même la fin, où t'as des hélicos qui transportent les bateaux qui... complètement débile, ça n'a aucun sens de faire ça comme ça. Genre d'accord, ça fait des idées un petit peu rigolo, genre ils font une scène d'abordage mais dans les airs, voilà, c'est rigolo quoi, tu vois, il y a un petit peu de décomplexe d'action qui peut être sympa, mais sinon c'est complètement débile qu'ils fassent ça. Genre déjà quand tu vois l'île cachée qui contient le trésor et tu vois comment ils arrivent au trésor, tu te dis vraiment, il y a personne qui avait trouvé ça avant, genre il y a un hôtel de mecs méga riches pas loin, genre à 1 heure de bateau ou truc comme ça, tu vois, et il y a personne qui s'est dit tiens, cette grotte là je vais aller explorer, oh mon dieu il y a 2 bateaux dedans, oh mon dieu dans ces 2 bateaux il y a de l'or, mais c'est génial. Ouais voilà, c'est aussi facile que ça, c'est juste une grotte à la con, il n'y a pas un truc spécial où tu dois plonger très loin ou décoder un truc ou quoi que ce soit, non c'est juste une île à la con, juste à côté d'un hôtel, mais vraiment vous avez pas trouvé le trésor là. Et les méchants, ils trouvent les bateaux, ils trouvent le trésor, et se disent bon allez on va juste prendre le trésor. Non, ils prennent les bateaux avec. Du coup ils se cassent la tête à prendre les hélicos et à faire porter les bateaux et tout, ce qui est ultra pas pratique comme vous pouvez en douter. Mais aussi, putain, heureusement que cette grotte elle avait une cheminée quoi pour que les hélicos puissent passer, parce que sinon on aurait été bien cons. Mais il y a une cheminée dans ce truc. Rien que ça, on aurait dû le voir par satellite qu'il y avait 2 bateaux échoués là quoi. Même quand ils essayent de mettre en place une mythologie et tout, t'es pas dedans parce que c'est tellement basique de chez basique, tu vois, c'est genre juste des clichés des films d'aventure à Indiana Jones, mais sans vraiment essayer d'apporter quelque chose de nouveau, quoi. Les jeux Uncharted, tu vois, il y avait le plaisir déjà de jouer une aventure à Indiana Jones, quoi, tu vois, c'est un petit peu tout le truc de ces jeux qui sont très inspirés de films, c'est justement le fun de pouvoir vivre ces films. Mais il y avait aussi la qualité d'écriture des personnages, leurs dialogues et tout, qui faisait que ça marchait. Mais là, les personnages sont tellement artificiels, bah t'es pas dedans, quoi. Et même niveau musique, quoi, j'en reviens pas qu'ils fuient tout le long le thème d'Uncharted, alors que vous avez les droits, vous l'utilisez à quelques moments. Pourquoi vous l'utilisez pas tout le long, quoi? Non, tout le long, c'est musique basique de film d'action avec quelques percussions, quelques trucs de violon et tout, et hop, c'est barre. Non, vraiment, il y avait tout pour faire un bon film avec Uncharted. Ils ont réussi l'exploit à rater ça, quoi. Franchement, le réalisateur, c'était celui qui avait fait Zombieland. Ça commence à être le Rob Cohen de cette génération, quoi. Genre, il a fait 1 ou 2 bons films, et après il a fait que de la merde, hein, parce que c'est le même qui avait fait Venom et Zombieland 2, justement. Donc voilà, là il est arrivé au stade, il a fait plus de mauvais films que de bons films, là. Donc, soit tu te réveilles, mec, soit bye. Numéro 10, un autre film qui s'est bien fait défoncer, et à la surprise de tout le monde, je vais le défoncer aussi. Jurassic World, le monde d'après. Vous êtes sérieux avec ce titre ? Surtout que c'est le titre français là, genre en VO il s'appelle Jurassic World Dominion quoi, tu vois, c'est moins évocateur. Donc le fait que ce soit ça le titre français, ouh, vous l'avez fait exprès la référence à Macron là. Et ouais, ce film est une déception. Et pourtant, contrairement à pas mal de critiques des films Jurassic World, moi je suis bon public de Jurassic World, genre
Je vais pas dire que le premier Jurassic World était un bon film, mais je me suis bien amusé quand même en le regardant, quoi. Il était dans un délire série B qui était plutôt rigolo, voilà, j'étais dedans, quoi. Le final où t'as le T-Rex qui combat le super dinosaure et qui se fait aider par le Raptor qui débarque comme s'il était Boromir à la fin de la communauté de l'anneau, voilà. Moi, ça me faisait rigoler, quoi, c'est fun, voilà, je reconnais. Et le 2, Fallen Kingdom, je vais même le défendre parce que le réalisateur, voilà, c'est pas nul le réalisateur, et il arrive à apporter quelques bonnes idées de mise en scène, d'imagerie, etc., quoi. Mais celui-là, non, là, je peux rien faire, même en tant que série B, c'est chiant. Déjà, alors, vous faites un film Jurassic Park, ou Jurassic World si vous voulez, voilà, vous faites un film avec ces dinosaures recréés par l'ADN et tout, et vous avez déjà mis en place le concept des dinosaures génétiquement modifiés, donc qu'est-ce que ça va être la menace principale de votre film Jurassic World? Pratiquement sûr que personne n'a dit des sauterelles. Ouais, vraiment, la menace principale, c'est des sauterelles. Même pas des sauterelles préhistoriques, hein, je suis sûr qu'il en existe en plus des insectes préhistoriques comme ça. Non, juste des sauterelles. Des sauterelles qui ont été génétiquement modifiées pour bouffer certaines récoltes qui n'appartiennent pas au méga riche Elon Musk, Steve Jobs du film, qui est juste un personnage dont le nom a été dit vite fait dans le premier Jurassic Park. Pourquoi pas, hein, mais... tu vois, c'est pas comme si on le teasait comme si c'était l'empereur dans Star Wars, quoi. Non, c'était juste un nom, quoi. T'essayes de faire un fanservice, mais t'es juste... Vraiment, quoi. Donc déjà, de la part de Colin Trevorrow, t'es genre, vraiment? Des sauterelles? Pourquoi des sauterelles? J'ai limite l'impression qu'on va se retrouver dans un scénario à la Kevin Smith dans Superman Lives. Pourquoi une araignée géante? Mais le reste, c'est pas mieux. Déjà, le fait de mélanger les castings des Jurassic Park et des Jurassic World, tu vois, c'est mignon, hein, ça aurait pu être pas mal. Mais ce qu'ils en font, bof, quoi. C'est juste que tu te retrouves du coup avec plusieurs scénarios où chaque personnage doit survivre. Et pas seulement dans le sens où ils sont dans des situations où ils doivent survivre, ce qui fait que... Voilà, on commence vraiment à être dans un scénario à la Roland Emmerich où tous les scénarios c'est survivre. Et comme on se concentre sur plusieurs à la fois, bah du coup on peut pas développer complètement l'un des scénarios et du coup le film est juste chiant. Mais aussi dans le sens où ce sont des équipes de personnages que l'on suit depuis quelques films. Il y a 2-3 personnages inédits, mais vu comment ils sont iconisés et rendus attachants, tu sais qu'ils vont survivre à la fin. Du coup, ouais, tous les gentils survivent à la fin de ce film, spoiler. Y compris le scientifique qui était dans le précédent film, qui a décidé d'être gentil maintenant. Ouais, ça colle pas du tout avec son personnage, sa tentative de rédemption, là. Je suis pas devenu scientifique pour créer des sauterelles qui bouffent des récoltes. Je suis devenu scientifique pour créer des dinosaures mutants qui tuent des gens. Vous bafouez complètement mon idéal de scientifique, là. Et c'est tellement le bordel en termes de scénario que vraiment le combat final de dinosaures qu'on a dans ce film-là, eh bien, ils ont oublié de donner un enjeu personnel. Dans le premier Jurassic World, le dinosaure mutant, c'était un petit peu l'antagoniste principal, tu vois, et il poursuivait nos héros, et nos héros, ils faisaient appel à d'autres dinosaures pour pouvoir combattre ce dinosaure. Donc, tu vois, il y avait un enjeu qui faisait que t'étais quand même dans la situation et t'avais envie que l'un gagne contre l'autre. Pareil pour le 2, où le méchant dinosaure, il essaye de bouffer nos héros, et le gentil dinosaure, bah, c'est un personnage qu'on suit depuis 2 films. Là, littéralement, t'as les dinosaures qui s'apprêtent à faire un combat, t'as les héros qui sont en plein milieu, et t'as un moment, t'as Grant qui dit « Cela ne nous concerne pas », et il se casse. Il monte dans un hélico et les dinosaures ils continuent à se battre, mais du coup, ouais, on s'en fout de ce combat en fait. C'est juste là parce que c'est devenu une tradition de faire un combat de kaiju, quoi. Même les trucs que j'aime bien dans ce film là, ça finit par se retourner contre le film. Comme par exemple, le précédent film, il te teasait le fait que le troisième Jurassic World, ça allait montrer un monde où les dinosaures sont parmi nous, tu vois. Genre ça allait changer la société, ça allait créer un nouveau paradigme, peut-être qu'on va se retrouver avec une apocalypse dinosaure, ce qui... Ça m'étonnerait, hein, je pense pas que les dinosaures soient forts à ce point, mais ok. Et pendant une petite partie du film, voilà, c'est exploité. En particulier, le meilleur passage de ce film, c'est un moment où il se retrouve en Méditerranée, je sais plus quelle île, à un moment j'ai cru que c'était en Italie, mais apparemment non, c'est pas en Italie, non, c'est dans la zone en tout cas, mais voilà. Et ils te font un petit peu cette scène de braconnier de dinosaures qui ressemble un petit peu au marché des trolls dans Hellboy 2 ou à la cantine dans Star Wars, où c'est juste cool de voir ces différentes créatures et activités qui donnent vie à ce monde-là, tu vois, il y a des idées intéressantes, même la course-poursuite qu'il y a après, elle est chouette. Même le personnage qu'ils rencontrent et qu'ils embarquent dans l'aventure, bah c'est grosso modo Han Solo si c'était une femme noire, quoi, c'est cool, quoi. Tu sens un petit peu que le mec il regrette d'avoir été viré de Star Wars 9, hein. Bon, en voyant ce film, tu te dis, peut-être qu'il y a du bon à l'avoir viré, mais bon. Mais en plein milieu du film, tous les personnages se retrouvent dans une base high-tech sur une île isolée avec un enclos rempli de dinosaures. Et t'es genre, putain, on revient à la norme. On revient au statu quo de ces films Jurassic Park, alors que justement, ce film promettait beaucoup plus que ça. T'as une autre scène où t'as Malcolm qui fait un dialogue qui critique grosso modo comment les corporations exploitent un truc nostalgique, le charme d'un jouet cool pour essayer de nous avoir, tu vois. Et c'est un bon dialogue, voilà, tu vois. Mais ça avait plus de sens dans Ready Player One.
Là, dans Jurassic World Dominion, où littéralement tout le film met en valeur ces jouets-là, ça marche pas. T'as juste l'impression que le film fait de l'hypocrisie à la Space Jam 2, quoi. Ah, et aussi, il y a une scène où on voit que le méchant, l'espèce d'Elon Musk, Steve Jobs, comme je disais, là, il a... le container dans lequel étaient cachés les ADN de dinosaures dans le premier Jurassic Park. Vous vous souvenez le truc de la bombe à raser, là? Comment il a retrouvé ça? Je veux dire, ça a été paumé dans la nature, ça a été emporté par l'eau, personne ne savait que le mec qui est mort, il avait tombé le truc là. Comment il a retrouvé ça? Mais c'est... Surtout qu'après, il y a une éruption volcanique, quoi. What? Je sais que c'est juste un easter egg à la con, mais j'ai beau réfléchir, je me dis, c'est pas possible, il a pas pu trouver ça, quoi. Numéro 9. Alors, celui-là, c'est une énorme déception, mais celui-là, c'est tellement une déception que c'est juste un mauvais film. Le Pinocchio de Robert Zemeckis. Voilà. Si on voulait une preuve ultime que rien ne pouvait sauver ces remakes Disney, bah là on a mon réalisateur préféré qui a essayé et qui s'est complètement viandé. Et oui, c'est toujours un de mes réalisateurs préférés. D'accord que ces derniers films, Sacrée Sorcière et Welcome à Marwen, c'est un peu moins bien que ce qu'il fait d'habitude, mais je trouve que ce sont quand même de bons films qui se défendent, quoi. Et Allier, quoi, je suis désolé, je comprends pas ceux qui défendent ce film, il était très beau ce film-là. Et Pinocchio, non, là... Même moi, je suis obligé de reconnaître, il s'est viandé, quoi. Ce film s'est fait complètement défoncer par la critique, à juste titre, mais du coup, je sais pas quoi rajouter d'autre, quoi. Tu vois, à partir du moment où le film montre Pinocchio en train de renifler de la merde, tu te dis, non, c'est plus possible, quoi. À partir du moment où t'as Grand Coquin qui fait un jeu de mots sur Chris Pine, tu te dis, ok, là, le Robert Zemeckis du Pôle Express, il est même pas là, quoi. À la limite, je pourrais expliquer comment ils ont complètement raté l'île au plaisir, tu vois. Le fait que toute la scène est montrée comme un truc horrifiant, voilà, c'est, oh mon dieu, tous ces gosses qui s'amusent et qui cassent des trucs, c'est horrible. Et que même Pinocchio, il est genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est horrible. T'as l'impression qu'il voit la guerre ou quelque chose, alors que, bah, cette scène, elle est censée être fun, quoi. C'est censé être un fun décomplexé auquel même Pinocchio participe. Et aussi, le truc horrible qu'il faisait dans le film original, sur l'île au plaisir, c'est, tu vois, il cassait des trucs, ça reste dans le film. Il buvait de la bière, t'es remplacé par un soda non alcoolisé, donc t'as même pas ça. Et les cigares, bah bien sûr, on va pas montrer des enfants fumés dans un film Disney de nos jours, hein. Mais en plus de ça, dans le remake, un des trucs horribles qu'ils font, c'est manifester. Genre vraiment, t'as un moment où ils prennent des pancartes, ils disent « Ah, c'est nul, ils se filment en train de critiquer un truc, voilà, c'est... » Maintenant, Disney est tellement décomplexé dans son capitalisme que maintenant, il montre le fait de manifester comme un truc horrible, quoi. On en est là, quoi. Mais en plus, c'est là qu'on aurait dû mettre des easter eggs au film Disney, Robert Zemeckis. Parce que tu vois, t'as mis des références dans les horloges de Gepetto, certaines qui sont complètement anachroniques. Je veux dire, il y a Woody, il y a Roger Rabbit, ces personnages, ils n'existaient pas, quoi. À la limite, les personnages de conte, ça pouvait passer, mais pas Roger Rabbit, quoi. T'as Jessica Rabbit en robe de cocktail, genre, est-ce que vous connaissez les robes de cocktail à votre époque? Et ben c'est dans l'île de plaisir que t'aurais dû mettre ces références-là, tu vois, parce que y en a beaucoup qui essayent de supposer, oh, Robert Zemeckis, il a fait exprès de faire un mauvais film et il a mis des tas d'indices pour critiquer les remakes Disney, c'est pour ça qu'il a mis des références aux films Disney dans ce passage-là et tout. Et non, parce que là, en les mettant du côté de la maison de Gepetto, on montre les films Disney comme le travail d'un charpentier, tu vois, un truc artisanal qui vient d'une personne sincère. Là où la critique aurait marché, c'est si ces références étaient à l'île des plaisirs, où justement on montre, voilà, c'est un plaisir pour essayer d'abuser des enfants qui servent qu'à les transformer en ânes. Et puis t'as d'autres choix artistiques que je comprends pas, genre les mecs qui bossaient pour... je sais pas, il a pas de nom apparemment le mec qui emmène les gosses sur l'île des plaisirs, quoi. C'est en revoyant le film original que je me suis rendu compte, ah oui, il a vraiment pas de nom. C'est juste mon métier, voilà, c'est ça mon nom. C'est le cocher, je suis le cocher. Et dans le film original, tu vois, il était accompagné de figures un petit peu ombres, tu pouvais te dire, c'était des mecs en costume ou des trucs comme ça. Là, c'est carrément des sans-cœurs. Voilà, c'est des espèces de fumées avec des gros yeux jaunes bien effrayants et tout qui embarquent les gosses. C'est genre, waouh, là, on est carrément un sorcier maléfique ou quoi que ce soit, là. Ils ont essayé de mettre un sous-scénario avec une nana qui devient amie avec Pinocchio parce qu'elle utilise une marionnette pour parler avec lui. Mais ça va nulle part. Tout ce à quoi ça sert, c'est expliquer un peu plus tard. Ouais, Stromboli, il a été arrêté. Oh, cool. C'est vrai que c'est ça qui manquait au Pinocchio original, que un des méchants n'avait pas ce qu'il méritait. Du coup, pourquoi le cocher, qui est littéralement un sorcier maléfique dans celui-là, il est pas arrêté non plus? Mais aussi, là où le film se plante complètement, c'est que Pinocchio n'est pas un sale gosse.
voilà, tout le truc qui faisait que ça marchait dans le film original, c'est que Pinocchio, voilà, il comprend pas encore les concepts de bien et de mal, du coup il fait beaucoup de conneries. Il le fait pas ça méchamment, juste parce qu'il se rend pas compte, mais du coup il agit comme un sale gosse. Je veux dire, t'as des moments où il se dispute avec sa conscience, il se dispute avec Jiminy. Et encore, dans le bouquin, il écrasait carrément Jiminy pour vous dire à quel point il était sale gosse, quoi. Même le film de Del Toro, il a parfaitement compris ça, tu vois. Mais là, non, pire, limite, Pinocchio, c'est un Garistou, c'est un super-héros, il a carrément des super-pouvoirs, hein. Genre vraiment, il a les jambes de Flash et avec ça, il arrive à allumer du feu en frottant ses pieds et à servir de moteur pour le petit bateau qu'ils ont improvisé pour le final et tout. Mais genre, sérieux, c'est ça qu'on regarde? Oh, et ses larmes redonnent la vie. Voilà, c'est... la scène de fin, elle plagie complètement le final de Réponse, on en est là, quoi. Il fait même la chansonnette comme dans Réponse, là, mais sauf que When You Wish Upon a Star, ça marche beaucoup moins, il n'y a pas le même rapport à la chanson que dans le film Réponse, c'est bizarre quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, il y en a pas mal qui critiquaient des films comme Mulan ou Aladdin parce que ah là là, faut qu'on montre à quel point on est féministe, donc du coup on va survaloriser le personnage féminin du film en montrant que elle se laisse pas faire, elle est forte et ça rendit le personnage chiant. Bah là, ça montre que non, c'est pas juste les personnages féminins, c'est juste les personnages Disney en général qui sont surglorifiés de la sorte. Parce que là, ils font ça avec Pinocchio et Pinocchio, voilà quoi, c'est un garçon, ou en tout cas il essaie de l'être. Donc voilà, le problème de ces remakes Disney, c'est pas du tout le booking, c'est juste qu'ils savent pas écrire des personnages qui ont des défauts maintenant. C'est juste en général quoi, c'est pas juste parce que le personnage est une femme ou n'est pas blanc, hein. Même des moments où il est censé faire une connerie, genre il est censé faire l'école buissonnière pour rejoindre le grand coquin, mais là on essaye de te justifier, non, il fait pas l'école buissonnière parce qu'il a été viré de l'école parce que ils acceptent pas les pantins dans son école. Déjà c'est ultra dégueulasse, mais aussi voilà, ça enlève la responsabilité de Pinocchio. Même la scène où il ment, tu vois, il y a qu'une seule scène où son nez s'allonge, et c'est censé lui sonner une leçon de c'est pas bien de mentir à quelqu'un qui essaye de t'aider. Là, il le fait, et ça sert le scénario, parce que c'est avec ça qu'il arrive à choper la clé pour sortir de sa cage. Je veux dire, c'est une scène de Shrek 2, quoi. C'est littéralement la scène de Shrek 2 où ils utilisent le long nez de Pinocchio pour se sortir d'un cachot, quoi. C'est ça, quoi. Ils ont déjà un rapport bizarre avec les films Shrek, mais là, c'est carrément du plagiat, quoi. Mais tu vois... Au moins, je m'attendais à ce qu'il y ait une mise en scène sympatoche de la part de Robert Zemeckis, mais j'avais même pas ça, quoi. Il y a quelques moments où ça se réveille un petit peu, mais le reste du temps, c'est plan-plan, quoi. Même la musique de la Silvestri se contente de faire du remplissage, et pourtant, il y a de belles musiques dans le Pinocchio original, tu vois, il y a une bonne musique instrumentale, il y a des chouettes chansons, les chansons, elles sont à peine utilisées, quoi. Et il y a 2-3 chansons originales qui sont... Osef à mort, quoi, t'oublies leur refrain dès que la chanson est finie, quoi, c'est miraculeux. Non, vraiment, c'est pas normal. Genre, on est dans un monde où Robert Zemeckis a fait un film de merde et Le Chapeauté 2 est un excellent film. What the fuck? Alors, pour les deux films suivants, je vais les mettre ensemble en numéro 8 et 7 parce que, bah, c'est pratiquement le même film, en fait. Fullmetal Alchemist, la vengeance de Scar, et Fullmetal Alchemist, la dernière alchimie. Ouais, vous vous souvenez de la tentative de faire un film live action sur Fullmetal Alchemist qui a été fait genre il y a 5-6 ans, je crois? Film que tout le monde a trouvé nul et tout le monde a mis sur le compte de Netflix alors qu'ils ont fait que distribuer, hein. Ils font déjà de mauvaises adaptations d'animés de leur côté, pas besoin de leur rajouter encore plus, tu vois. Non, c'était un film Warner Japan et c'était une production purement japonaise. Dont j'avais d'ailleurs fait un fermé-là sur le fait que le casting était entièrement composé de japonais. Et pas parce que c'était une tentative de faire un truc woke ou quoi que ce soit, non, c'est juste parce que c'est un film japonais, donc du coup, ils ont mis que des japonais, comme dans les films hollywoodiens, ils mettent que des acteurs blancs. Donc c'était pas vraiment pour un souci de représentation, quoi, surtout vu la distribution internationale du film. Et bah ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi, d'en faire deux autres. Deux autres tournés en même temps, qui sont tous les deux sortis en 2022. Pourquoi ? Pour fêter l'anniversaire de la licence de Fullmetal Alchemist. Ah ouais, t'as pas compris que c'était à Noël qu'il fallait donner du charbon, là. Et ouais, les défauts du premier film sont toujours là, mais en pire, parce que tu vois... Premier film, il y avait un petit côté intéressant de comment vous allez agencer tous ces chapitres de Fullmetal Alchemist en un seul film. Quelle liberté vous allez prendre pour essayer de faire marcher ça en un seul film. Et tu vois, il y avait des bonnes idées par-ci par-là, même si la plupart du temps c'était mauvais. Mais dans cela, ils ont décidé à la dernière minute, ah cette fois on va être ultra fidèle au manga. C'est un peu trop tard là en fait. C'est même complètement trop tard parce que dans le précédent film vous aviez fait des changements qui faisaient que bah on pouvait pas faire la suite comme dans le manga quoi. Genre dans le précédent film vous avez tué Envy et là on fait revenir Envy parce qu'on a besoin de lui pour refaire tel culte du manga et tout. Mais genre mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et du coup le film devient chiant quoi parce que vraiment c'était le seul truc qui était vraiment intéressant dans le premier film, les libertés qu'ils prenaient. Maintenant ils s'interdisent les libertés. Ils sont même beaucoup trop fidèles. Ce qui fait que du coup tu te retrouves encore avec des cosplays horribles. Je veux dire, Alex Louis Armstrong il est
horrible quoi. Tu regardes sa tronche, il est affreux. Ils ont même pas fait l'effort d'aller chercher un mec musclé, je veux dire, c'est vraiment si rare que ça de trouver un bodybuilder au Japon. Scar, comme je m'en doutais dans le fermé-là que j'ai fait sur le sujet, et bah c'est juste un acteur japonais qu'ils ont brown face, donc pas cool. Je veux dire, même Squid Game avait fait l'effort. Et c'est con parce que l'acteur, tu vois, il se débrouille. Tu vois qu'il a des poses un petit peu de sentai comme ça, et bah, ça marche pour Scar en fait, parce que c'est vrai qu'il a des poses un petit peu dynamiques avec les mains comme ça. La mise en scène est atroce, je veux dire, il y a des moments où ils utilisent des fonds verts à l'image de synthèse, je sais pas pourquoi, genre la scène où Ed retrouve OA9 au cimetière, ils essayent de mettre un petit peu la tension émotionnelle tendue comme dans le manga, mais ça marche pas du tout parce que premier truc que je vois c'est les tombes sont en synthèse. Mais pourquoi elles sont en synthèse? On est vraiment au niveau des films d'Deadwood, on est obligé d'utiliser des fausses tombes, on peut pas aller dans un vrai cimetière ou quelque chose. Mais la mise en scène est tellement pétée, il y a un moment au début du 3e film, c'est incroyable. Le film est tellement mal filmé qu'il n'arrive pas à cadrer correctement une photo. Genre t'as cette scène où t'as OA9 qui est dans une diligence, qui est en train de discuter avec une nana qu'il connaît pas, qui était en train de regarder, pendant qu'il était en train de regarder une photo de famille, tu vois. Et la photo de famille, je te jure, elle est tellement mal cadrée, elle est découpée n'importe comment et tout, tu vois, un petit peu de la tête de OA9, un petit peu de sa femme, un petit peu des gosses ultra photoshopés d'ailleurs, et tu vois un petit peu le bord du truc et tu te dis mais pourquoi t'as cadré comme ça a aucun sens. Je sais pourquoi ils essayent de cacher un petit peu une partie de la photo, tu vois, parce que dans le manga il y avait un petit peu ce rebondissement par rapport à cette photo où on montre pas l'expression qu'avait OA9 sur cette photo, voilà, on voyait que c'était une photo où ils étaient tous ensemble, mais on voyait pas la tronche qu'il avait pour que plus tard, dans une scène où tu vois des flashbacks et tout, tu vois, il était en train de pleurer à ce moment-là parce que il avait une vie heureuse après tous les trucs qu'il avait fait quoi, il s'est rendu compte, putain je suis un homme comblé alors que je le mérite pas quoi. Mais là ça marche pas parce que déjà ce scénario là est complètement oublié, tu n'as pas cette révélation, oh mon dieu j'étais en train de pleurer durant cette photo, mais aussi tu vois la tronche d'OA9 sur cette photo. Il pleure pas. Du coup c'est mal cadré juste parce que c'est mal cadré, débile. Le film est tellement mal filmé qu'il sait pas cadrer une photo quoi, merde. Oh et je parle même pas du final quoi, le final dantesque qui envoie chier le final de Harry Potter contre Voldemort là, avec toute la ville qui se rebelle, avec les militaires qui arrivent de partout, avec des tas de combats et tout, et le final contre le père qui a littéralement pris le pouvoir de Dieu et qui commence à détruire des bâtiments et tout, c'est filmé comme une de mes vidéos. Genre vraiment quoi, tout le truc il est en fond vert, mais un fond vert où tu vois pas le corps entier, c'est coupé toujours au niveau de la taille, au niveau des jambes, parce que si tu commences à montrer, descendre en bas, tu commences à voir, ah oui ils sont pas dans un vrai décor, ils sont pas vraiment en train de toucher des pierres ou de la poussière par terre et tout. Et tout le final est comme ça, même à la fin où ils ont gagné, ils se réunissent, ils se font un petit plan, là pareil tu sens ils peuvent pas descendre plus bas que ça quoi. Mais genre waouh, c'est comme ça que vous voulez rendre hommage au manga? Sérieusement? Et puis aussi, cette adaptation ultra fidèle de Fullmetal Alchemist me fait rendre compte qu'il y avait deux trucs extrêmement importants dans Fullmetal Alchemist. La violence, hein, parce que le côté gore et tout, ça permet de montrer à quel point les corps étaient trucidés dans ces situations de bataille, mais aussi de transmutation, tu vois, il y avait un petit peu tout ça. Mais là, ce film, apparemment, il est tout public, donc du coup, les moments de gore sont ultra limités, genre... T'as Scar dans ce film, donc tu te dis, ah tiens, on va le voir exploser des têtes. Non, non, il prend la tête de quelqu'un, il fait quelques éclairs, le mec tombe, voilà, il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit. Mais aussi la musique, putain, la musique de Fullmetal Alchemist m'a manqué dans ce film parce que toute la musique du film, c'est, encore une fois, cette musique lambda que t'as dans tous les blockbusters ever. C'est de la musique de remplissage, quoi. Mais non, pas pour Fullmetal Alchemist, quoi, je veux dire, même les longs métrages d'animation, ils avaient de belles musiques, quoi. Donc voilà, encore une fois, on se plaint de Dragon Ball Evolution, mais niveau adaptation d'anime et de manga, les Japonais restent les pires. Parce que même quand ils essaient d'être ultra fidèles, ils se loupent. En numéro 6, les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'avec toutes ces discussions sur la transphobie de J.K. Rowling, le fait qu'on devrait pas voir ce film, etc., parce que c'est soutenir le truc, on a un petit peu oublié de critiquer directement le film. Parce que, oui, on doit critiquer la transphobie de J.K. Rowling, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais admettons que tu t'en fous de la transphobie de J.K. Rowling et que tu veux juste voir un film. Bah même là, le film il est nul à chier. Vous trouvez que boycotter J.K. Rowling parce qu'elle est transphobe, c'est pas assez une bonne justification? Eh bien voici une autre très bonne raison. Le script de son dernier film Harry Potter, il est nul à chier. Je sais que, contrairement au précédent film Animaux Fantastiques, elle a fait appel à un scénariste, mais tu vois, t'as quand même tous les tares de l'écriture de J.K. Rowling qui sont amplifiés dans ce film-là. Genre le problème des Crimes de Grindelwald où tous les personnages, ils vont un petit peu n'importe où et au bout d'un moment, ils s'éparpillent et on oublie le scénario et tout. Bah là, c'est toujours là, mais en pire. Parce que le fait que ça va nulle part, c'est volontaire.
Genre littéralement, t'as une scène de réunion entre tous ces personnages et t'as Dumbledore qui explique ok, Grindelwald il est capable de voir l'avenir, donc du coup je vous envoie dans tous ces sous-scénarios qui vont nulle part juste pour l'embrouiller. Genre on en est là, tu as vu un défaut dans ton écriture et au lieu de la corriger, tu la justifies. Tu te dis non, c'est important que mon scénario aille dans tous les sens n'importe comment. Non! Genre le personnage du prince sénégalais arnaqueur, genre ça me fait délirer qu'il y ait littéralement un personnage comme ça dans l'univers d'Harry Potter, et bah il est toujours là, il arnaque personne. Genre son boulot c'est de arnaquer Grindelwald, mais il arnaque personne, il ne sert à rien dans ce film là. Tout dans son scénario c'est ok tu vas t'infiltrer chez Grindelwald, ok qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? Voilà, et à la fin, bon j'arrête de me faire passer pour un mec de Grindelwald, je assomme quelques de ces mecs, c'est tout ce qu'il fait. Il donne pas de renseignements ou quoi que ce soit, non. Même quand il confronte Grindelwald par rapport au fait que, ouais, vous avez tué ma demi-sœur, oh, j'efface ce souvenir, ok, boum, on s'en fout. Ouais, c'était un moment ultra dramatique dans le 2, c'était montré comme un truc ultra important, mais limite, tous les personnages ont oublié ça, quoi. La scène où Norbert essaye de faire évader son frère, à quoi ça sert? C'est juste du remplissage. Et le pire, c'est que c'est la seule scène avec des animaux fantastiques. Ouais, bah, encore une fois, ces films n'ont plus aucun rapport avec leur titre. Norbert n'est même plus le personnage principal. Encore une fois, maintenant, c'est Dumbledore le héros de ces films. Et la nana, j'ai oublié son nom, l'amoureuse de Norbert, et ben elle a été dégagée du film. Parce que l'actrice a critiqué la transphobie de J.K. Rowling. Oh là là, c'est pas bien de détruire la carrière d'une personne juste parce qu'elle pense pas comme vous. Bah, qu'est-ce que vous dites pour cette actrice qui s'est fait virer justement parce qu'elle pensait pas comme l'autrice? Et bah du coup, on est obligé d'improviser un personnage à la dernière minute pour qu'elle serve grosso modo à faire la même chose, quoi. Et ce personnage, bah, elle sert littéralement de bouche-trou. Elle est juste là pour les accompagner, pour faire quelques blagues rigolotes et c'est tout, quoi. Tout ça parce que Tina, c'était ça son nom, Tina. Voilà, bah, juste parce que Tina n'est pas dans ce film-là. T'as c'est con, je veux dire, il y a sa sœur qui est toujours chez Grindelwald, ça aurait été intéressant comme dynamique, là, mais non. Elle revient juste pour 2-3 scènes à la fin, juste pour montrer non, je suis pas du tout en colère avec cette actrice de merde. Et toute la partie politique, oh putain, je veux dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent l'univers d'Harry Potter, mais là, je suis désolé, dans ce film-là, on voit à quel point le monde des sorciers, il est débile. Ok, donc l'un des enjeux de ce film, c'est ils organisent les élections pour le maître du monde. Genre littéralement, c'est pas le ministre britannique ou le ministre de l'Amérique, non, là c'est un président pour le reste du monde des sorciers, quoi. Genre déjà ça envoie pas mal chier le world building, dis donc. Mais en plus, Grindelwald se présente à cette élection. Comment il fait, sachant que c'est un criminel fugitif? Oh, eh bien, il a soudoyé un ministre allemand, je ne sais quoi, pour expliquer, voilà, on l'a pardonné de tous ces crimes qu'il a fait chez nous, donc du coup, il peut se présenter. Les autres pays, je pense qu'ils sont pas d'accord. Aux États-Unis et en Bretagne, je crois qu'il y a toujours des mecs qui se plaignent qu'il a tué des gens, quoi. Mais voilà, il est complètement innocenté, comme par magie, hein, même dans le monde d'Harry Potter, ça a aucun sens. Et il est de suite invité dans des banquets et tout, et 2 jours après, il est pratiquement maître du monde, juste parce qu'il a participé aux élections et qu'il est ultra populaire. What? Ah mais d'ailleurs, je parle d'élections, mais même pas, parce que cette élection, elle est complètement gâchée, parce qu'ils ont sorti une règle de leur cul, qui explique que grosso modo, le maître du monde sera choisi par un animal à la con, qui apparemment peut décider qui a l'âme pure, et qui s'agenouille devant lui. Il y en a 2, il y en a un qui s'est fait kidnapper par Grindelwald, il le bute et le ressuscite pour le contrôler. Ça pouvait être un sort d'embrouille ou un truc comme ça, mais non, c'est pas assez edgy pour J.K. Rowling, donc on bute l'animal et hop. J'en ai vu certains dire que c'était une allégorie à la transidentité, mais tu vois, même moi je le vois pas, hein. Je suis d'accord pour essayer d'étudier l'œuvre d'Harry Potter par rapport à son autrice, mais là ça marche pas, non. Genre même dans son délire de ce que sont les trans pour elle, ça marche pas, hein. Puis voilà, le film est déjà assez mal écrit comme ça, pas besoin d'en rajouter une couche à ce stade. Et du coup, quand l'animal fait semblant de s'agenouiller devant Grindelwald, et bah tout le monde l'accepte sans problème et se dit, oh bah zut, c'est comme ça qu'est foutu les règles. Vraiment, vous allez accepter ça comme ça? Et quand t'as Norbert qui arrive avec l'autre animal qui est encore sain et tout, et qui s'agenouille d'abord devant Dumbledore, où je suis genre... Non, Dumbledore n'a pas une âme pure, ferme ta gueule, JK. C'était un mage noir quand il était jeune, putain, tu me dis pas que c'est une âme pure, quoi. Qui s'agenouille devant Norbert, là, j'aurais été d'accord, parce que il est gentil jusqu'au bout des ongles, ce mec-là. Mais Dumbledore, une âme pure, ferme ta gueule. Même toi, tu l'as écrit comme étant un gros manipulateur avec un côté sombre, quoi. C'est même pas cohérent avec ce que t'as fait de ton propre personnage. C'est sur ça que repose toute cette relation avec Grindelwald, merde. Et il s'agenouille devant un autre personnage dont on se fout complètement, qui a pas été développé, on sait même pas c'est quoi son programme politique. Et après ça, personne n'est genre, cette règle elle est complètement merdique, on devrait peut-être l'annuler. Parce qu'encore une fois, c'est J.K. Rowling, on ne doit pas remettre en question le système, hein. Non, c'est juste Grindelwald le méchant. Oh, et le fameux coup de la baguette de Jacob, et ben, littéralement, c'était un bout de bois en fait. Genre, Jacob, il balance pas de sort ou quoi que ce soit. Le seul moment où il y a de la magie qui sort de ce bout de bois, c'est quand t'as l'autre nana qui utilise sa baguette magique pour donner l'impression que sa baguette magique est réelle. Donc à ce stade, tu peux littéralement te dire, c'est juste un bout de bois à la con. Littéralement, Dumbledore, il a vu Jacob, il était genre, voilà, démerde-toi avec ce bout de bâton. Et bien, ce bout de bois, c'était pour mettre la confiance à Grindelwald, pour qu'il s'en serve dans un discours. Regardez, les Moldus savent utiliser la magie. Et personne se pose la question.
Attends, les moldus savent utiliser la magie? Littéralement, t'es sûr que c'est pas un bout de bois que t'as entre les doigts? Je veux dire, tout notre monde, tout notre système est basé sur le fait que nous on a des pouvoirs magiques et pas eux. Mais si eux ils ont des pouvoirs magiques, bah ça nique l'univers. Ça nique complètement l'univers d'Harry Potter à ce stade. Et encore, j'ai pas parlé de ce qu'ils font du personnage de croyance. Il se réconcilie avec son père qui était en réalité le frère de Dumbledore. Voilà, c'était pas le frère caché de Dumbledore, c'était le neveu caché de Dumbledore. Et il se réconcilie et il redevient gentil. Genre vraiment, tu as teasé une ultra confrontation cataclysmique qui allait probablement tuer Dumbledore et tout, et finalement c'est réglé en milieu de film et il suffit d'une simple discussion pour le rendre gentil à nouveau, ce cas-là. Et le fait qu'ils essayent de le faire ressembler à Rogue, ça... Je sais pas ce qu'elle essaye de faire avec ce personnage, quoi. Il y avait quand même des trucs que j'aimais bien dans les Crimes de Grindelwald. J'aimais bien la mise en scène parce que là où la qualité d'écriture de J.K. Rowling baissait en qualité, la mise en scène de David Yates s'améliorait. Il arrivait à faire des trucs de grands spectacles, des scènes bien foutues et tout. Qui était marrant parce qu'à l'époque des premiers films Harry Potter, on trouvait que la mise en scène ne rendait pas service à l'écriture de J.K. Rowling. Et maintenant, c'est l'écriture de J.K. Rowling qui rend pas service à la mise en scène de David Yates. Parce que dans ce film-là, c'est ultra plan-plan. Parce que voilà, y a rien dans ce script. C'est juste des discussions, quelques combats sans réel enjeu parce que les deux s'en sortent tout le temps. Oh, ils te sortent aussi la dimension miroir de Doctor Strange pour justifier on fait un combat en pleine rue mais il y a des civils un petit peu partout qui vont nous voir. C'est sorti de leur cul sans explication. Là, à ce stade, le monde d'Harry Potter, il a plus aucun sens. Autant dans les livres et les films d'origine, ça pouvait encore passer, mais là, c'est n'importe quoi, là. Mais même les combats, tu vois, ils sont pas mis en scène de façon vraiment jolie, tu vois. Le seul moment un petit peu joli, c'était une scène où ils passent justement de la dimension miroir à la réalité. Voilà, il y a un plan plutôt joli qui se renverse et tout, mais c'est tout quoi, c'est le seul plan un petit peu joli, le reste, c'est plan-plan quoi. Le combat final entre Dumbledore et Grindelwald, il commence par un faux raccord. On est à ce stade de je m'en foutisme quoi. Même la musique, je veux dire, c'est James Newton Howard, il avait fait un plutôt bon travail dans le 2, tu vois. Il y avait des belles musiques, j'ai l'album des Animaux Fantastiques 2, malgré que le film est nul. Mais là, c'est de la musique de remplissage encore une fois. C'est dingue, tous les mauvais films de cette année, ils ont que des musiques de remplissage. Donc ouais, il y a rien à sauver dans ce naufrage quoi. C'est tant mieux que la licence s'arrête là, hein. Surtout que la fin est suffisamment ouverte où tu peux imaginer que va y avoir une autre confrontation avec Grindelwald et Dumbledore gagne, il s'est marre. Dire même les enjeux de Norbert, Jacob et tout, c'est réglé. Non, vraiment, tant mieux qu'il s'arrête là. Hein. C'est une fin suffisamment douce pour qu'on accepte qu'il n'y ait pas d'autres films après. Et à ce stade, faut arrêter le massacre au bout d'un moment. Hein. Les premiers Animaux Fantastiques, je pouvais me dire, bon, c'est J.K. Rowling qui fait sa prélogie. Hein. Beaucoup de défauts, mais très généreux en spectacle et quelques idées intéressantes d'intrigue politique. Mais là, on est au niveau Star Wars 9. Genre, la politique maintenant, c'est juste une justification pour plus d'action et l'action est nulle à chier. Oh, et j'ai même pas parlé du remplacement de Johnny Depp par Mads Mikkelsen. Eh bien, Mads Mikkelsen fait un bon boulot. Limite, il aurait peut-être été mieux dès le début. Numéro 5, Tic et Tac, Ranger du risque. Le Spedium 2 de cette année. Disney a toujours eu un rapport bizarre par rapport à la critique et l'autodérision, tu vois. Genre, ils essayent de donner la parade de « Hey, regardez, on critique notre propre société », mais généralement, c'est toujours des trucs un petit peu superficiels et tout. C'est un sujet pour enfermer là que je garde de côté. Là, on arrive au pire stade d'autocritique de Disney, où on fait genre qu'on critique notre propre société, mais en réalité, ce qu'on critique, c'est les gens qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce que Disney n'aime pas? Eh bien, il n'aime pas les bootleggers, hein, ceux qui prennent l'image de Disney pour essayer de vendre leur truc, mais sauf que c'est un truc de moins bonne qualité parce que c'est pas Disney. Et les enfants stars, tu vois, ils étaient bien quand ils étaient jeunes, ils étaient cool, ils étaient mignons, on pouvait les exploiter, mais après ils deviennent adultes, ils font des tas de conneries, ils sont chiants, et après ils nous donnent une mauvaise image et tout, mais vraiment? C'est tout ce que vous trouvez à critiquer dans votre société? Mais c'est même pas que c'est nul à ce stade, c'est malsain. Ça, plus le fait que l'humour a quelquefois des moments un petit peu rigolos, mais ça tombe souvent à plat et c'est plein de blagues méta qui sont chiants au bout d'un moment. Le côté live action, tu vois, ça aurait pu donner un truc Roger Rabbit sympatoche, mais finalement ils en font rien. Je veux dire, c'est littéralement un film Roger Rabbit où Roger Rabbit se contente de faire un caméo et n'est pas assez exploité, pour vous dire à quel point ils passent à côté de leur sujet. Et le fait de mélanger 2D et 3D, ça aurait été bien, tu vois. S'ils mélangeaient 2D et 3D. Sauf que non, ils mélangent 3D et 3D qui se donnent l'impression d'être de la 2D. Et le pire, c'est que t'as d'autres séquences où apparemment ils ont utilisé de la vraie 2D. Genre, pourquoi vous avez pas fait ça? Pourquoi vous faites ça qu'à de rares scènes et pas tout le long? Justement, ça aurait été mieux pour ce côté Gumball mélange des genres. Même si vous auriez fait de l'animation en flash, genre on l'aurait accepté quoi. Parce que ce qui compte, c'est la différence de format, pas la différence de texture. C'est là-dessus que repose toute la dynamique intéressante avec ce genre de mélange de trucs. Ah, et aussi le passage se manquant des films en performance capture à la Paul Express. Ouais, bien sûr que ça m'a bien énervé. En fait, en général, toute la scène de la vallée dérangeante, c'est genre, vraiment, tu penses que le problème de l'image de synthèse moche, c'est juste qu'elle est un petit peu bizarre? C'est tout ce que t'as à critiquer? Pas le fait que ces artistes ont été exploités ou quoi? Non, tu veux pas parler de ça, Disney? Pourquoi? Surtout qu'en plus, le studio de Robert Zemeckis qui faisait des films en performance capture, bah c'est eux qui l'ont fermé, quoi.
Bon, pas en partie parce qu'ils ont fait Milo sur Mars, d'accord, mais voilà quoi, c'est eux qui ont tué la performance capture et maintenant ils se moquent de la performance capture. Alors que la plupart de leurs plus gros succès reposent sur la performance capture comme Avatar et Avengers. Non, et puis au bout d'un moment, pourquoi Tic et Tac Ranger du risque? Pourquoi tu prends cette licence-là pour faire une parodie du système hollywoodien de Disney et tout? Pourquoi ça spécifiquement? Je veux dire, Tic et Tac Ranger du risque, c'était pas vraiment conçu pour être méta ou quoi. C'était juste un truc d'aventure avec Tic et Tac. C'était juste pour donner un petit côté nostalgique au truc, mais genre, je sais pas, tu pouvais être un petit peu créatif et prendre un autre personnage qui aurait collé beaucoup plus. Donc ouais, c'est un ratage complet, hein. J'ai un fermé-là en réserve qui explique en détail ce qui va pas dans ce film-là, surtout par rapport à comment Disney s'autocritique, mais voilà, catastrophique, nul à chier. Le seul truc qui était bien, c'était la blague de Batman contre E.T. Voilà, c'était le seul truc qui m'a fait rigoler. Ça et Lego les Misérables. En fait, le truc le plus drôle, c'est les fausses pubs dans ce film. Numéro 4, un film dont vous avez probablement jamais entendu parler, parce que je crois qu'il est jamais sorti en France. Cher Evan Hansen. Alors, de quoi parle Cher Evan Hansen? Eh bien, c'est l'histoire d'un lycéen qui est un petit peu mal dans sa peau, voilà, il a pas d'amis et tout, il est très associable. Il a eu un rapport un petit peu conflictuel avec une autre personne très associable, à savoir Evan Hansen. Ouais, alors correction, Evan Hansen, c'est le héros principal. Je fais l'erreur durant toute cette partie du vlog, donc je m'en excuse, mais voilà. J'ai vu ce film qu'une seule fois et j'en garde pas un super souvenir, donc excusez-moi. Et ce Evan Hansen s'est suicidé. Et notre héros principal décide de tirer profit de ce suicide en se faisant passer pour le meilleur ami d'Evan Hansen. Tout ça pour pouvoir devenir copain-copain avec la famille d'Evan Hansen et possiblement baiser sa sœur. C'est encore pire quand tu prends en compte le fait que le mec qui joue le lycéen principal, il a presque 30 ans en fait. Et ça se voit max! Surtout que les autres acteurs, je pense pas que ce soit des lycéens, mais tu vois, ils ont au moins cette apparence un petit peu jeune qui fait que tu l'acceptes un petit peu, quoi. Ils doivent avoir la vingtaine ou quelque chose, mais tu l'acceptes au moins. Mais l'acteur principal, il a 30 ans. Donc, pourquoi avoir fait venir un acteur de 30 ans pour jouer un lycéen? Eh bien parce qu'en fait, c'est une adaptation d'une comédie musicale de Broadway, et l'acteur de ce film jouait le même rôle dans cette comédie musicale. Et aussi, je crois que son père est le producteur ou un truc comme ça. Donc du coup, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi vous l'avez pris, mais c'était quand même une mauvaise idée. Parce qu'il a 30 ans le mec maintenant. Dans la comédie musicale, ça allait parce qu'il était encore jeune, et surtout, bah la comédie musicale, c'est un peu loin quoi, quand c'est sur scène. Là, t'as des gros plans sur son visage et tu peux voir toutes ses rides et tout, ça marche pas. Et aussi, c'est une leçon de mise en scène sur comment ne pas filmer une comédie musicale. Genre, la plupart des chansons sont filmées comme des discussions. Je plaisante pas. Chant contre chant, chant contre chant. T'as une scène qui essaye d'être un petit peu dansant avec du montage et tout, mais c'est la seule. Ça, plus le fait que ce film a vraiment ce filtre grisâtre, marronâtre qui essaye d'être ultra psychologique et sombre et réaliste et tout. Mais genre, c'est le réalisateur de Cats qui a fait ce film ou quelque chose. C'est pas possible de pas comprendre comment marche une comédie musicale, quoi. Donc voilà, je peux m'arrêter là parce que j'ai déjà dit tout ce qui allait pas. Zéro mise en scène, comédie musicale sans énergie, très mauvais choix de casting et concept ultra malsain. Et de toute façon, ce film se fait bâcher par toute la critique américaine, donc comme quoi... Numéro 3, alors là ça va être rigolo parce que je suis sûr que certains seront choqués que ce film soit juste numéro 3, Arthur Malédiction. Oui, j'ai trouvé 2 films pires que Arthur Malédiction. Le film qui s'est fait le plus bâcher de tout le cinéma français depuis Humain ou Astérix aux Jeux Olympiques, au moins quoi. Mais ouais, je confirme toutes les critiques, ce film est nul à chier. Surtout qu'apparemment, Luc Besson a encore bien arnaqué les jeunes qui bossent pour lui là. Apparemment même la production du film, c'est un scandale. Mais le film en lui-même, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Luc Besson pour qu'il se dise « Ouais, c'est une bonne idée ». Genre, j'ai l'impression qu'il a vu un de ces sketchs Funny or Die, Robot Chicken, où on prend une licence enfantine nostalgique, on lui donne une tournure film d'horreur, voilà, genre la base d'un sketch qui fait genre 2-3 minutes, et il s'est dit « Ah, c'est une bonne idée, je vais en faire un film entier, tiens ». Et ben, ça marche pas. Parce que tu prends un concept de sketch humoristique parodique au premier degré. Et l'autre truc où ça marche pas, c'est... Qui est nostalgique d'Arthur et les Minimoys? Qui est nostalgique de Arthur et la guerre des deux mondes? Qui est nostalgique de la vengeance de Malthazar? Je crois que même les gosses détestaient ce film, quoi. Du coup, voir ces gamins ultra fans d'Arthur et les Minimoys, ça marche pas, quoi. Et puis il y a des trucs qui marchent pas, genre la nana qui est amoureuse du héros principal dans ce film-là, bah c'est la fille de Luc Besson. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre que Luc Besson, qui a écrit le scénario, je rappelle, a écrit un moment et là il baise ma fille, mais aussi il y a une scène où elle est déguisée en Sélénia.
c'est les liens qui, déjà, tu vois, il y a un petit côté un petit peu pédophile chelou, parce que le personnage a canoniquement 10 ans. Il y a un running gag à la con, on explique qu'elle a 1000 ans, mais à un moment, tu te rends compte que les Minimoys, ils comptent leur âge selon un cycle particulier qui fait que, techniquement, elle a 10 ans, elle a l'âge d'Arthur, quoi. C'est pour ça qu'ils ont une romance. Et puis même si elle avait pas 10 ans, ce serait quand même un petit peu pédophile, hein. C'est quand même une romance entre un gamin de 10 ans et une nana qui a 1000 ans, quoi. Qui est jouée par Mylène Farmer aussi, ça aide pas, ça. Donc voir qu'à un moment, Luc Besson a écrit une scène où sa fille porte la perruque de ce personnage-là, c'est... Mais surtout, parlons de la révélation à la fin. Parlons de cette scène magnifique, quoi. Où t'as littéralement un flic qui arrive à la fin pour expliquer c'était quoi cette menace. Carrément, que c'était des gamins qui étaient en train de cosplayer. C'était des gamins qui faisaient un RP en taille réelle. Vraiment. Et cette phrase magnifique, comme quoi un film, ça peut faire des dégâts. Genre... Déjà, y a que dans ta tête que ça peut expliquer des gens qui sont obsédés à ce point par Arthur et Minimoys au point de se cosplayer en des personnages et de tuer des gens. Ça existe que dans ta tête. Mais aussi le fait qu'ils comparent ça au fait que, voilà, avant ils se déguisaient en Batman et Superman, ils faisaient des tests pour voir s'ils volaient et tout, et c'est genre... Mec, t'essayes de raconter au premier degré une scène de Cyprien avec Elise Moon, genre... T'es débile à ce point. Et du coup, ce film devient étrangement anti-geek. Genre, vraiment, ça se moque des passionnés de cinéma, quoi. Mais genre, Luc, toute ta filmographie est basée sur une lettre d'amour sur la culture geek, quoi. Que ce soit les bandes dessinées de ton enfance et tout. Genre, t'es un petit peu un espoir pour les apprentis cinéastes geeks, quoi. Ceux qui veulent faire des films de SF, d'aventure, d'action, à la John Carpenter et tout. Et maintenant, tu sors un film où tu dis que ces gens-là sont de potentiels psychopathes trop obsédés par un film. Mais il va te faire foutre au bout d'un moment. Et puis voilà, c'est quand même ironique de sortir un film qui exploite la nostalgie d'Arthur et Minimoys pour dire arrête d'être nostalgique d'Arthur et Minimoys, quoi. Genre, ce mépris pour ton public, quoi. Merde. Mais ouais, c'est pas le pire film de l'année. Croyez-le ou non, j'ai trouvé 2 films qui sont réellement pires. Et puis aussi, il y a des fois, je rigole devant ce film. Genre, il y a un potentiel nanar dans ce film. Genre, t'as une scène où t'as le binoclard qui se retrouve paumé en pleine forêt, il entend un bruit un petit peu au loin, et à un moment, je sais pas pourquoi, il enlève ses lunettes, et tu vois son point de vue, tu vois, ouais, il voit flou, évidemment qu'il voit flou, il a enlevé ses lunettes. Genre, c'est complètement débile, t'as l'impression que c'est un sketch, quoi, à ce stade. Donc, je pense qu'il y a un potentiel nanar à redécouvrir. Déjà, il y a tout le monde qui s'éclate sur le dialogue de fin. Donc, ouais, le propos est complètement dégueulasse, Luc Besson, il a arnaqué son équipe et tout, et le concept de ce film est complètement absurde, on est d'accord. Mais de l'autre côté, il commence à être vu comme un petit nanar un petit peu rigolo, quoi. Donc, 3ème, ça me paraît être une bonne place. Surtout au vu des 2 autres films. Non, parce que le 2e film, vous allez pas me croire qu'il existe, hein. Je suis tombé dessus par hasard en train d'explorer Netflix pour voir un petit peu ce qu'il y avait en ce moment. Et ce film, c'est Les Monstres du Foot. Voilà, je suis sûr que vous avez jamais entendu parler de ce truc. Alors, Les Monstres du Foot, c'est la dernière production des studios d'animation derrière les films Norm et The North et la plupart des films Bratz et Barbie. Déjà, ça vous met le niveau, quoi. Mais le concept de ce film, c'est Zlatan et une autre footballeuse dont je connais pas le nom, je suis nul en football, hein, qui jouent leur propre rôle. Voilà, c'est un dessin animé avec eux en images de synthèse et qui jouent leur propre rôle. Comme prévu, Zlatan est nul à chier, ça fait très peur pour le film Astérix où il va jouer d'ailleurs. Et il se retrouve à combattre des monstres créés par Weird Al. Quand je dis créé par Weird Al, je dis pas un personnage joué par Weird Al, l'acteur comique, hein. Non, non, je veux dire littéralement Weird Al, l'acteur comique, qui joue aussi son propre rôle. Et tu suis une bande de gosses qui essayent d'aider les footballeurs à combattre Weird Al et ses monstres qui piquent le talent des footballeurs pour les remettre à Weird Al. Oui, c'est un petit peu Space Jam sur les bords. Et ouais, c'est aussi nul à chier, même pire que ce que vous croyez. Parce que là encore, vous vous dites, ah, ça peut être un petit dessin animé rigolo pour occuper les gosses. Mais non, non, le gosse, il va se faire chier. Déjà, un gosse qui sait Weird Al, voilà, il y en a pas beaucoup, hein. Les blagues sur Weird Al et le fait que, regardez, je suis Weird Al, il va pas comprendre le gosse, hein. Mais aussi, le gosse, il en a quelque chose à foutre qui est Zlatan ou l'autre footballeuse. Mais aussi, voilà, il se passe pas grand chose dans ce film-là. Genre, les 10 premières minutes du film, c'est littéralement Zlatan qui discute avec des gosses, quoi. Et faut attendre des tas de blagues nulles et de discussions chiantes pour que finalement le scénario avance, quoi. Même l'absurdité du film ne sauve pas à quel point ce film est chiant. T'as beau raconter les trucs complètement absurdes qui se passent dans ce film, ça sauve rien. Genre, à la fin, le boss final, c'est une mutation basée sur la mèche de Zlatan. Voilà, ça semble complètement con, ça vous donne envie de voir le film. Croyez-moi, c'est ultra chiant. Le monstre, il fait que parler pendant la moitié du combat et il se fait battre beaucoup trop facilement. Non, vraiment, je sais pas qui est le con qui a eu l'idée de faire ce truc. Genre, vraiment, j'hésite à appeler ça un film, quoi. Genre, c'est Zlatan qu'il faut blâmer, parce qu'apparemment, il produit le film aussi. C'est Zlatan qui s'est dit, ouais, je veux être le héros d'un film... Ah, pardon, non. Ouais, je veux être le héros d'un film pour enfants. Voilà, j'essaye de jouer aussi mal que lui,
C'est pas facile, faut du talent pour jouer aussi mal que lui. Hein. Genre c'est Netflix qui s'est dit, tiens, ça serait pas mal de faire un petit truc rigolo avec des footballeurs et... ils ont confié ça à des scénaristes qui savaient pas faire autre chose et ils ont sorti cette merde. T'as l'impression qu'ils essayent de faire un épisode pilote pour un dessin animé où tu vas suivre ces gosses qui vont grosso modo servir de sous Ghostbusters et tout. C'est genre... je comprends pas. Je comprends pas, je suis fasciné par pourquoi ce film existe, vraiment. Genre, qui est le débile qui s'est dit, ouais, c'est une bonne idée de film, ça va plaire à des gosses, ça. Genre, même les fans de foot, tu vois, je crois qu'ils en ont rien à foutre du dessin animé avec Zlatan, quoi. Je sais même pas si c'est un joueur de football populaire. Il est populaire, je suppose que oui, il commence à jouer dans des films, mais... Non, vraiment, c'est incroyable. Et oui, il y a un film encore pire que ça. Alors, le numéro 1, vous allez me dire, non, non, t'exagères, il est pas aussi mauvais que ça. Alors, peut-être que sur certains plans techniques, il est mieux que Arthur et Malédiction, et mieux que les monstres du foot, bien sûr. Mais, en termes de ce qu'il représente, pour moi, ce film, c'est le pire. Et ce film, c'est Black Adam. Oui, carrément, ce film qui avait l'air un petit peu con mais rigolo, voilà, pour moi, c'est le pire film de l'année. Pour moi, ce film représente tout ce qui va pas à Hollywood. Déjà, le fait que le film est clairement charcuté. Mais il est charcuté d'une façon encore pire que Suicide Squad ou la Whedon Cut de Justice League ou même d'autres films contenus pour être charcutés, tu vois. Parce que tu vois, au moins dans Suicide Squad et dans Justice League, t'avais des moments où les personnages respiraient un petit peu, tu vois. T'avais des moments où le film, il changeait un petit peu de rythme selon la scène pour que ça marche à peu près. Les moments de dialogue, ils étaient posés, ils étaient calmes, ils arrivaient à respirer. C'était des dialogues pas ouf, certes, mais il y avait au moins ça. Là, même les scènes de dialogue sont cutées comme un film d'action, quoi. Le film ne respire jamais, il est tout le temps énergique et c'est juste... c'est saoulant au bout d'un moment. Mais aussi, le fait que ce film existe uniquement parce que Dwayne Johnson ne veut pas jouer un méchant. Genre vraiment, quand Warner et DC ont engagé The Rock pour jouer Black Adam, ils se rendaient pas compte à quel point ils faisaient une grosse erreur. Hein. Parce que depuis que Dwayne Johnson, maintenant, il est suffisamment populaire et assez influent, maintenant qu'il est producteur aussi, il a même son studio maintenant, de ce que j'ai vu. Maintenant qu'il a ce niveau, ce contrôle, et ben maintenant il fait les films qu'il veut faire. Sauf que le mec, tu vois, on a un petit peu oublié depuis le temps, mais c'est pas vraiment un acteur, hein. Il joue bien dans la plupart des films dans lesquels il joue, hein, tu vois, il y a des moments où il arrive à donner du charisme. Il y avait même des films où il jouait très bien, genre Southland Tales, c'est un film avec énormément de défauts, mais c'est un des meilleurs rôles de Dwayne Johnson, hein, disons-le. Moana, il était très bien aussi, tu vois, il est capable de bien jouer comme mec, mais c'est pas un acteur à la base. Non, c'est une célébrité qui aime bien se mettre en valeur, quoi. Parce qu'il y avait peut-être une époque où il acceptait de jouer les méchants, comme Le Retour de la Momie, ou Doom. Et maintenant, tous les films dans lesquels il joue doivent montrer à quel point c'est un mec super sympa, en fait. Il a aucun défaut. Tout le monde aimerait être lui, en fait. Et puis, c'est un bon papa aussi. Il aime beaucoup sa famille, il aime beaucoup sa femme, il aime beaucoup ses gosses. Hein, quoi? Je joue le rival de Shazam? Ah ben non, mais je suis gentil, moi, je vais pas péter la gueule à Shazam. Non, par contre, je veux bien péter la gueule à Superman. Parce que je veux montrer à tout le monde que je suis super fort, en fait. Mais là, je vais pas taper Shazam, c'est un gosse, quoi. Donc, du coup, dès que Dwayne Johnson a été embarqué dans cette histoire, bah, il en a profité pour complètement s'approprier le projet pour en faire son truc à son honneur. Un film qui va grosso modo le glorifier comme étant le plus fort de tous les temps, tu vois. Il fait même venir le réalisateur qui avait fait son précédent Ego Trip, Jungle Cruise. Et ça foutait bien la merde dans les projets de DC Comics parce que je crois que Dwayne Johnson, voilà, il a été annoncé en Black Adam avant même que le premier Shazam sortait, quoi. Genre même scénaristiquement, ça se voyait un petit peu que le méchant de Shazam, ça devait être Black Adam à la base. Donc du coup, ça fout encore plus de merde dans l'univers de DC Comics qui était déjà dans la merde avec la séparation avec Zack Snyder, les tentatives de trouver une nouvelle direction et tout. Mais en plus, il espère détourner encore plus juste pour pouvoir faire venir Henry Cavill, pour pouvoir lui péter la gueule, juste pour montrer, regardez, je suis plus fort que Superman. Genre vraiment, on est à ce stade d'égocentrisme. Il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce film, j'ai plusieurs fermez-la de prévu sur ce film. Que ce soit l'égocentrisme de Dwayne Johnson qui fout pas mal la merde dans la production de pas mal de films. Genre littéralement, Dwayne Johnson, il a un contrat spécifique qui dit à un moment, je ne perds pas de combat, mais genre vraiment. Et quand tu regardes le film, tu te dis, ouais putain, c'est un Garistou dans ce film quoi. Il a pratiquement aucun défaut, il gagne pratiquement tous les combats. Les seuls moments où il est en difficulté, c'est quand il se laisse faire. Et même quand il a plus ses pouvoirs, il a quand même la force de péter la gueule à 4 mecs du SWAT et à s'échapper. L'esthétique du film est affreuse quoi, je veux dire, littéralement le boss final du film qui est joué par l'acteur nul qui jouait Jafar dans le remake d'Aladin là. Ça se trouve c'est un bon acteur mais il commence à être malheureusement typecasté en méchant arabe de blockbusters nul là. Et sa forme finale c'est encore un machin de synthèse moche comme dans Aladin. Et c'est un diable avec un pentagramme à l'envers sur le torse. Waouh, imagination. Les autres super-héros de la Justice Society, oh putain d'ailleurs on parle de ça. La Justice Society qui bosse pour Amanda Waller.
Genre c'est pas envoyer chier un petit peu beaucoup d'acquis de l'univers DC Comics. Ils disent quoi les fans de Snyder qui d'habitude sont ultra gatekeepers sur DC Comics quand ils voient ça là? Eh bien leurs costumes ils sont moches mais ils sont pas moches pour les mêmes raisons tu vois. Celui de Hawkman il essaye d'être dans une esthétique Snyderesque. Mais du coup comme c'est pas vraiment Snyder ça ressemble juste à un costume de ce film nul Les Immortels là de Tarzan Sight. Dr. Fate c'est un amas de synthèse sans aucune solidité. Atom Crusher c'est juste Deadpool. Et la femme Tornade son costume c'est une catastrophe. T'as l'impression qu'elle sort d'une série du Arrowverse là. Même la thématique de le pas tuer. D'ailleurs ça c'est un des premiers fermés que je ferai là-dessus je pense. Parce que tu vois il y a pas mal d'histoires sur les super-héros devraient tuer, pas tuer. Moi je suis du bord ils devraient pas tuer. Mais tu vois c'est pas toujours une mauvaise chose si un super-héros tue dans un film. Tu vois je peux comprendre selon le contexte, selon l'histoire qui est racontée ici. Là c'est un des pires exemples de super-héros qui tue tu vois. Genre là t'as un super-héros qui tue, qui est glorifié pour tuer. Regarde comme je suis cool de tuer des gens qui sont beaucoup moins fort que moi, hein. Genre Superman qui tue Zod, c'est parce qu'il avait pas le choix, parce qu'il était beaucoup trop puissant et qu'il avait pas d'autres moyens pour l'arrêter. Mais The Rock qui tue des centaines d'hommes de main, là, encore une fois, t'es pas loin du sketch de Austin Power, là. Mais en plus, les héros de la Justice Society, ils sont genre, non, c'est pas bien de tuer. Mec, vous bossez pour Amanda Waller, c'est la nana qui a fait la Suicide Squad, genre, évidemment vous êtes des tueurs, quoi. Vraiment, c'est eux qui vont te faire la morale sur que c'est pas bien de tuer. Et surtout, maintenant qu'on a balancé cette thématique, c'est bien ou pas de tuer, c'est quoi la réponse? Je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis Dwayne Johnson. À la fin, je bute le méchant de façon Mortal Kombat-esque, je m'en fous, je fais ce que je veux. Genre, si à la limite, il apprenait, c'est pas bien de tuer et tout. Genre, ce qu'avait fait Aquaman, ou Wonder Woman, ou ce qu'essayait de faire les films Superman de Snyder avant. Là, non, c'est juste, non, c'est cool de tuer des gens. Et c'est pire parce qu'un des rares moments où The Rock, il est genre, ok, j'accepte de pas les tuer, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bah, Hawkman, il répond, et bah, maintenant que tu les as pas tués, on peut les torturer pour avoir des informations. Oh putain, mais personne... Oh! Et du coup, ce film devient presque une glorification de la puissance qui en est à la limite du fascisme, mais c'est même pas du fascisme motivé par de la politique, c'est du fascisme pour The Rock, genre, il faut que The Rock soit notre grand leader parce que c'est lui le plus fort, quoi. Donc on est plus au stade de la connerie suprême et de l'égocentrisme plus que d'un vrai propos politique, là. D'ailleurs, le côté politique-social, c'est assez rigolo de voir le showrunner de Moon Knight expliquer à quel point il déteste comment le Moyen-Orient et l'Égypte sont montrés dans Black Adam, alors que lui, il essaye de faire des efforts de vraie représentation et tout, là. Non, ouais, c'est catastrophique, hein, tu vois, c'est peut-être qu'il s'en sort un peu mieux que certains des films qui sont dans Stop, mais pour ce qu'il représente, hein, le fait de la glorification d'un gros égocentrique qui dit n'importe quoi avec les thématiques qu'il exploite, mais au moins pour moi c'est le pire, tu vois. Le fait que ce soit vraiment un producteur qui s'empare complètement d'un projet et qui empêche les réalisateurs et scénaristes de faire du bon boulot, hein, parce que clairement il a charcuté le film pour que ce soit à son image, quoi. Mais tu vois, au moins Morbus, il y avait un bon méchant. Au moins, Arthur Malédiction, il pouvait être drôle tant il était nul. Au moins, les monstres du foot, t'en attendais rien. Parce que c'est juste un dessin animé à la con que sur lequel t'es tombé par hasard sur Netflix. Black Adam, c'est quand même un gros blockbuster qui a demandé beaucoup de sous, au profit d'un propos nul à chier, et qui a fait des dégâts commensurables à toute une licence qui essaye de faire mieux. Donc c'est pour ça que pour moi, Black Adam, c'est le film que j'ai le plus détesté cette année. Parce que bien, voilà, je l'ai pas assez dit dans ces vidéos-là. Ces vidéos sont basées sur mes goûts, plus que sur la vraie qualité d'un film. C'est pour ça qu'un tel film comme Black Adam se retrouve pire que Les Monstres du Foot, qui en temps normal, ouais, ce serait objectivement vu comme le pire film jamais réalisé, mais voilà. Et comme je l'ai dit, ce film m'inspire 3 ou 4 fermés là sur des sujets un peu plus généraux, mais quand même importants et qui sont liés à ce film-là, quoi. Donc voilà, j'espère que ces top et flop vous ont plu, j'espère que vous avez découvert des trucs, j'espère que vous étiez pas trop déçus de mon classement pour le flop, et je vous dis à bientôt pour de futurs fermés là. Je vais pas encore commencer sur Black Adam, j'ai 2-3 sujets que j'aimerais bien faire avant, mais merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt tout le monde!